J'essaye de retrouver mes lunettes que j'ai planquées au fond. Est-ce que tu peux rattraper mes lunettes? Dans la poche là, ici, et que j'ai reçu. Ouais, elle est là, mais alors putain, on va sortir. Comme j'ai des petits bras. Comme j'ai des petits bras. T'es gentil, tu m'as sauvé. Merci. Hop, hop, hop. Alors, tac, tac, tac. C'est parti. Ok. Vous êtes sérieux tous les deux? Je, je pensais pas que le micro était branché. Non, il est bon. On y va? Allez, on y va. Hop, on est pressé. Messieurs, dames, mesdames et messieurs, chers collègues, on va déjà vous accueillir. Je suis content, depuis tout à l'heure, tout le monde me dit que ça vous fait plaisir de venir dans ce lieu qui est quand même magique pour des gens du bâtiment. Donc, bienvenue à vous. On est un petit peu tenu par le timing. On avait un déroulé, mais on est un petit peu obligé de l'avancer avec plaisir. On va tout d'abord commencer par accueillir Monsieur Michel Laugier, sénateur des Yvelines, qui a réussi à nous glisser comme d'habitude dans son emploi du temps. Et sénateur, on est impatient, moi en premier, d'entendre ce que vous avez à nous dire, un petit message. Alors, un micro peut-être. J'ai l'impression que celui-là, il est formidable. Ah, celui-là, il ira très bien. Alors, très bien, vous accueillez un sénateur avec des images qui ne sont pas les images de l'hémicycle du Sénat, mais de l'Assemblée nationale. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On s'adapte, mais vous avez vu que tout de suite, l'œil est là. En tous les cas, je suis très heureux d'être parmi vous, comme toujours. Voilà, j'essaie d'être fidèle à la Fédération des Yvelines. Et puis, en plus, vous avez fait le choix de venir ici, à 50 ans en Yvelines, un lieu auquel je suis très attaché, puisque c'est le territoire de Saint-Quentin, dont j'étais le président, le maire de Montigny, qui est juste à côté. Et donc voilà, les choses se sont toujours bien passées entre nous. Et puis, je voudrais saluer toutes les personnalités qui sont là, parce que pas toutes, parce que je vais en oublier, mais il y en a quelques-uns, en tout cas, qui me sont chers depuis longtemps. Tout simplement pour vous dire que vous êtes dans une phase qui n'est pas très, très facile. Vous avez déjà connu le Covid. L'après-Covid, on pensait que tout allait repartir comme il fallait. Et puis là, on voit que, eh bien, il y a des balbutiements, et c'est plus la grande période que l'on a connue. Par exemple, ici, à 50 ans en Yvelines, nous avons été une ville nouvelle pendant longtemps, donc il n'y avait que des champs et on a beaucoup construit. C'est-à-dire que toutes les entreprises aujourd'hui que vous regroupez au sein de votre fédération ont toutes œuvré ici, œuvrent encore parce qu'on continue à construire. Et il y a quelques années, je vous le rappelais, quand j'étais président de Saint-Quentin, c'était 300 000 mètres carrés de bureaux par an qui étaient construits et 1200 logements. Aujourd'hui, ça serait bien si on était dans cette dynamique. Malheureusement, vous savez, moi, je suis là pour dire les choses. Je ne vais pas cacher, vous pas dire que la vie est belle, que tout va bien, que l'avenir est serein. Non, on est face à des moments encore qui sont compliqués parce qu'on nous les complique surtout. Je l'ai vu au niveau des élus locaux. Aujourd'hui, les maires ont de moins en moins de possibilités de faire des choses parce que d'une part, on leur supprime leur autonomie financière, ce qui n'est pas bien quand on ne peut pas faire ce que l'on veut. Deuxièmement, on leur impose des normes, et puis vous aussi, finalement, à travers vous. Là, les dernières encore, on est en train de travailler au Sénat pour que les choses soient un peu améliorées. Mais par exemple, le ZAN, les zéro artificialisation nette, ça veut dire qu'on va être obligé de construire sur ce qui est déjà construit.
on ne va pas pouvoir encore se développer. Alors qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui évolue en permanence. Alors, je ne suis pas là pour détruire toutes les terres agricoles, mais quand même, on a encore quand même pas mal de marge et faisons aussi confiance. Faisons confiance. En plus, aujourd'hui, avec les lobbying écolos, ça ne va pas forcément dans le bon sens. Dans 2 ans, il va y avoir un nombre d'appartements à Paris qui ne seront plus habitables. Donc on va vers une crise du logement et on peut moins construire. Donc il y a un truc que je ne comprends pas. Ça va être un peu problématique. Voilà, alors sachez que nous, on est très vigilants, en tous les cas au Sénat, pour voir si on peut chaque fois améliorer les choses. Malheureusement, il faut que aussi on soit entendu, parce qu'une loi, il faut qu'elle soit votée des 2 côtés. Mais en tout cas, on est là pour alerter les ministres, on est là pour faire avancer les choses. Et aujourd'hui, vous savez, moi je crois au miracle, enfin pas tout à fait au miracle, mais en tous les cas au bienfait de la responsabilité locale. Vous, aujourd'hui, vous êtes dans une fédération, certes, vous centralisez certaines choses, mais vous faites confiance aussi à chacun de vos adhérents, chacun dans sa partie. Je crois que dans un pays, dans une république, on doit aussi faire confiance, notamment aux élus locaux, qui ont la responsabilité de leur territoire. Et finalement, une commune, c'est quoi ? C'est une petite république dans une grande république. Et on doit commencer par ça, redonner l'autonomie aux communes. Je sais que dans la salle, il y a aussi parmi vos adhérents des personnes qui ont des plus hautes responsabilités dans certaines communes des Yvelines. On a même un maire. Oui, oui, mais c'est celui-là, je ne voulais pas citer. Parce que, non, moi non plus, Patrick. Non, en plus, je n'ai pas tout le droit parce que je suis en campagne électorale en ce moment. Voilà, ouais, donc, moi, non. Il y a des élections sénatoriales au mois de septembre prochain. En tous les cas, on a envie de retourner avec Gérard Larcher et toute l'équipe. Et donc, on sera là aussi pour être toujours à votre écoute et vous accompagner. Bonne réunion à vous tous. Je suis désolé, je suis attendu maintenant à Montigny-Bretonneux pour les 20 ans de la maison de garde médicale, parce que ça aussi, si le bâtiment a quelques problèmes, aujourd'hui, l'offre de soins aussi a beaucoup de problèmes en France. À Montigny, on avait réglé certains problèmes. Alors, c'est bien d'aller fêter lorsque ça marche. C'est bien aussi de le reconnaître quand ça marche. Exactement. Merci beaucoup, cher président. Vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi et vous tous aussi. Merci beaucoup. Bonne soirée. C'est gentil, monsieur. Merci beaucoup. Bon retour. Merci, bon retour à vous. Alors, si je reprends le déroulé, maintenant, nous avons un film, je crois bien, de souvenirs. Nous avons un petit film. Eh bien, on va lancer... Si l'humain a de tout temps dû s'abriter pour être en sécurité, l'habitat tel que nous le connaissons aujourd'hui est le résultat de milliers d'années d'évolution humaine et technique. D'abord chasseur-cueilleur, l'homme préhistorique est nomade et opportuniste. Il s'adapte à la géographie du lieu et à son climat. Avec le développement de l'agriculture, il se sédentarise avec des habitats plus durables. Il invente les poteaux et les poutres en bois. À l'époque romaine, l'habitat bénéficie d'évolutions techniques notables avec la chaux et des bétons résistants à l'épreuve du temps. Ensuite, les techniques de construction en pierre évoluent avec les voûtes gothiques, les croisées d'ogives et arcs-boutants. Le 19e siècle marque une rupture. L'industrialisation permet d'innover et de développer de nouvelles techniques de construction. Les charpentes en fer et en béton bouleversent les chantiers. La maçonnerie armée, plus simple à mettre en œuvre et plus économique, est la plus utilisée. La pompe à chaleur est inventée en 1856. Le double vitrage en 1865. Le béton armé en 1890 et la plaque de plâtre en 1894. Au cours du XXe siècle, d'autres inventions majeures se succèdent. En 1906, le bois lamellé-collé permet de fabriquer des pièces de grande portée. En 1928, le béton précontraint élargit encore les possibilités. En 1938, la laine de verre est produite de façon industrielle. En 1954, le premier panneau solaire offre un rendement de 6%. Avec le premier choc pétrolier, la première réglementation énergétique en 1974 impose aux bâtiments neufs une isolation et une consommation d'énergie maximale. Le début du XXIe siècle voit le premier bâtiment à énergie positive. Si la consommation énergétique des nouveaux bâtiments a été divisée par 9 depuis 1974, 2022 marque un tournant puisque la réglementation prend désormais en compte l'empreinte carbone et place l'environnement au cœur des enjeux. De la préhistoire à notre époque, l'humain n'a cessé d'inventer et d'innover pour un habitat plus fonctionnel, confortable et durable. Avec plus de 8 milliards d'habitants, un taux de dioxyde de carbone de 420 parties par million et la nécessité de limiter le réchauffement climatique, nous devons repenser notre façon d'habiter
et d'utiliser les ressources, notamment l'eau, pour construire et rénover villes et bâtiments. C'est à cette seule condition que nous pourrons répondre aux enjeux environnementaux, démographiques et sociétaux que nous devons dorénavant relever. Voilà. Alors, on a le plaisir maintenant d'enchaîner avec notre député, M. Charles Rodwell, qui vient d'arriver, qui lui aussi ont la gentillesse, comme notre sénateur, de venir nous voir, mais qui ont un planning très serré. Déjà, on est content, c'est la première fois qu'on vous reçoit dans notre fédération. Je vais m'occuper de votre micro. Merci à vous. Merci à vous tous et merci beaucoup pour votre accueil. Je suis absolument ravi de pouvoir être là ce soir avec vous. Merci. Bon, voilà, alors, comme vous nous voyez, on se voit mal là, mais ils sont tous dépressifs. Est-ce que vous avez des bonnes nouvelles à nous annoncer? Est-ce que vous avez un message positif? Parce que négatif, on n'en veut plus. Ah, ça, je vous comprends. Voilà. Je vous laisse nous remonter le moral. Ah bah avec plaisir. C'est plutôt vous qui allez nous remonter le moral parce qu'on dit souvent que quand le bâtiment va, tout va. Et donc, moi, je suis absolument ravi de pouvoir être ici avec vous aujourd'hui. Mais ce n'est pas que aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, je me présente à vous. Je suis élu, ça y est, je viens de fêter mon premier anniversaire, ma première année d'élection en tant que député de la première circonscription des Yvelines, qui comprend 3 communes, Versailles, Montigny-le-Bretonneux et Guyancourt. Donc 2 très belles agglos, Versailles-Grand-Parc et Saint-Quentin-en-Yvelines. Et le seul message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est que, en fait, n'hésitez pas à nous solliciter, nous les parlementaires, nous les députés, parce que c'est vous les sachants. C'est vous qui êtes chef d'entreprise, c'est vous qui êtes salarié, c'est vous qui êtes ingénieur, architecte, c'est vous qui êtes tous les jours dans vos métiers, c'est vous qui créez de l'emploi, c'est vous qui investissez, c'est vous qui prenez des risques à la fois pour vous, pour votre entreprise et pour vos salariés. Et nous, les parlementaires, on est là pour être votre relais. On est là pour être votre relais à la fois sur la circonscription et à l'Assemblée nationale. À l'Assemblée nationale en portant votre voix, tout simplement, en déposant des amendements, en allant rencontrer l'ensemble des ministres et des ministères en votre nom. Et ici, sur notre circonscription, tout simplement en vous accompagnant dans votre vie quotidienne de manière hyper concrète, pas à travers des grands discours, mais à travers des actions concrètes. Je vous dis ça en ce moment parce que je sais qu'un certain nombre d'entre vous vivaient des difficultés. À la suite de la crise Covid, on sait qu'il y a une partie des chaînes d'approvisionnement qui ne sont pas tout à fait revenues à la normale avec les tensions sur les marchés nationaux, européens et mondiaux, avec la hausse des prix de l'énergie qui a eu un impact fort sur une partie de vos appros, là encore, avec peut-être aussi pour certains d'entre vous la pression sur les salaires, les difficultés de recrutement, l'adaptation sur la formation. Et puis en fin de 3, le fait que le marché de l'immobilier est un peu grippé en ce moment, qui impacte du coup une partie de votre activité. Sachez qu'en fait, nous, on est là pour trouver des solutions avec vous. C'est vous qui avez les solutions, c'est vous qui voyez au jour le jour comment ça se passe dans votre business et comment est-ce que nous, on peut vous aider. Donc le message que j'ai pour vous aujourd'hui, c'est qu'on se tient évidemment à votre disposition et évidemment de manière transpartisane. J'insiste vraiment sur ce point. Vous connaissez la couleur politique et le parcours politique des 3 maires de ma circonscription et des élus de l'ensemble du département des Yvelines. Sachez que nous tenons absolument à travailler ensemble pour trouver des solutions à la fois pour vous, pour votre entreprise, pour vos investissements, pour vos salariés, pour créer de l'emploi et de l'emploi pérenne dans les Yvelines. Je me tiens à votre disposition. Et je vous souhaite d'ici là une excellente soirée. Et encore une fois, merci pour votre invitation. J'espère que je serai réinvité. Et celle-ci n'est que, disons, une première rencontre avec toutes les rencontres que nous avons déjà eues avec un certain nombre d'entre vous et que nous aurons dans les années à venir. J'y compte bien et j'espère que vous aussi, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci, monsieur le député. La régie vient de me dire que vous êtes déjà inscrit au repas des élus au mois de novembre. Donc voilà, oui. Bon, ça va vite. Hein. Je refuse jamais un repas. Bon, nous non plus. Ça commence à se sentir un peu. Merci beaucoup. Moi aussi. Merci. Non, très bonne soirée. C'est gentil à vous. Merci beaucoup. Bon. Donc tout est modifié, donc il faut que je réagisse.
Maintenant, on va passer sur notre fil conducteur, notre fil rouge. C'est notre intervenant, c'est la réussite entrepreneuriale. Et je trouvais que l'idée de vous parler d'une réussite entrepreneuriale quand on vient chez Bouygues, c'était quand même pas mal raccord. Et on a un petit peu causé avec Bruno Triboulois, qui est ici présent, et qui va intervenir et qui va nous donner à tous l'envie de devenir des Martin Bouygues, ou mieux même peut-être, pourquoi pas. Donc je vous demande d'accueillir Bruno Triboulois, et on va tomber dans son projet de nous convertir en tant que président. Voilà. Merci. Je te libère. Tiens. Non, juste raconter comment ça s'est passé, parce que j'étais dans ton bureau et tu m'as dit j'aimerais bien faire, tu es universitaire et tu es chercheur, j'aimerais bien que tu nous fasses une conférence sur un sujet qui est à la mode aujourd'hui. Et à ce moment-là, je te dis ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est tout ce qui est l'épistémologie des constructivistes. Et alors là, tu m'as regardé et tu m'as dit t'as pas quelque chose de plus concret? Alors j'ai dit mais non, c'est une blague, Christophe. Et donc je lui ai dit écoute, moi j'ai un sujet de recherche que j'ai depuis 25 ans qui est sur la réussite. Et en fait, c'est ce dont je vais vous parler ce soir. C'est pourquoi certains individus deviennent dirigeants. En fait, au départ, la vraie question c'est celle-là. Pourquoi certains individus deviennent au départ dirigeants de grandes entreprises? C'était mon premier sujet de recherche. Et ensuite, j'ai continué à investiguer ce sujet. Et c'est ce dont je vais vous parler maintenant. Merci. Alors, pourquoi certains individus réussissent, deviennent dirigeants d'entreprise? Pourquoi des Martin Bouygues? Pourquoi des Marcel Dassault? Pourquoi des Marcel Blanchet sont devenus des dirigeants de grandes entreprises? Pourquoi Claude Bébéar a créé une compagnie d'assurance qui fait partie des plus grandes compagnies d'assurance au monde? Et pourquoi Pierre Bellon a fait de la Sodexo un grand groupe et qui a aujourd'hui 522 000 salariés et qui, je crois, se place dans les 10 premières entreprises mondiales. Et en fait, ma question, c'était de se dire, mais en fait, qu'est-ce qui fait que certains individus réussissent? Pourquoi eux? Pourquoi pas d'autres? Qu'est-ce qui a fait qu'ils étaient là, ils étaient présents, alors qu'il y a aussi plein de gens comme eux qui vivaient au même moment, qui avaient les mêmes conditions d'accès à la connaissance, à l'école, et eux ont réussi et les autres n'ont pas réussi. Et en fait, ce qui les distingue, ce qui distingue ces gens-là, en fait, c'est les comportements. En fait, on s'est rendu compte qu'ils ont des comportements que les autres n'ont pas. Et donc, je me suis posé la question en disant, mais au fond, si ils ont des comportements différents, quels sont ces comportements? Or, en fait, on voit bien que toutes nos actions, elles sont portées par les comportements. On voit bien que quand on fait des choix, si on va avoir des comportements, si on veut respecter la loi, si on veut pas rouler trop vite, si on ne veut pas avoir de comportement déviant, eh bien en fait, ce sont nos actes. Donc en fait, derrière les réussites, derrière ces enjeux-là, il y a des pratiques et des attitudes qu'ont eues ces personnes-là. Et donc je me suis dit, mais en fait, ces comportements-là, comment on peut les expliquer? Alors je vous ai fait une petite, c'est pas pour les matheux, mais en fait, il y a deux façons de voir les comportements. Soit on l'a d'un point de vue sociologique, et en fait on dit que les comportements, c'est fonction à la fois de la personnalité et de l'environnement, et quand on le regarde dans d'autres configurations qui sont plus anthropologiques, on voit bien que les comportements, les conduites, ils sont aussi liés à la personnalité et à l'environnement. En fait, on se rend compte que derrière les comportements, il y a des ressorts sociaux et il y a des ressorts psychologiques. En fait, la réussite, elle se construit là-dessus. Elle se construit sur 4 ressorts psychologiques et 4 ressorts sociaux. Si vous devez retenir quelque chose ce soir, sur ces 30 minutes que j'ai à vous consacrer, c'est ça. En fait, la réussite, elle se construit à 4 endroits et elle est fondée sur donc 4 environnements, dans 4 environnements différents, et elle est fondée aussi sur 4 ressorts psychologiques. Alors, on va les voir très rapidement.
quels sont ces ressorts psychologiques et ces ressorts sociaux. Mais ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, moi, ça fait 25 ans que je fais de la recherche. Alors, je ne suis pas seulement chercheur. J'ai une activité de chercheur depuis 25 ans où j'enseigne encore aujourd'hui les sciences du comportement et l'anthropologie sociale à Paris-Dauphine. Mais je suis comme vous, je suis un entrepreneur, puisque j'ai un cabinet de conseil. J'ai eu différents cabinets de conseil dans toute ma vie. Je continue à être consultant, et consultant dans les entreprises, dans les organisations. Et donc, j'ai ces deux casquettes, à la fois un dans la recherche et un, je veux dire, les pieds sur le terrain avec des entrepreneurs, avec des dirigeants comme vous. Et donc, j'essaie d'associer les deux, de faire une espèce de trait d'union entre le monde de la recherche et le monde entrepreneurial. Et en fait, ce que je veux vous dire, c'est que en fait, sur ce qui fait que certains individus sont devenus dirigeants de société et que certains des individus ont réussi, en fait, c'est la réussite en général dont je voulais vous parler. C'est-à-dire que la réussite, elle est très impactée par 4 choses. La première, c'est notre environnement, ce que j'ai dit. En fait, la réussite, elle se construit à 4 endroits. On va voir à 4 moments. La première, c'est la structure sociale, c'est-à-dire, très rapidement, c'est l'environnement, votre communauté de vie. La deuxième, c'est la famille. La famille joue un rôle important dans la réussite, dans la structuration des enfants. On va voir le rôle du père et de la mère très rapidement, combien ils jouent l'un et l'autre sur la réussite. Le troisième, c'est la structure scolaire, l'école, combien l'école impacte la réussite des individus. Et enfin, un environnement, un endroit où la réussite se construit aussi. Elle est différente, elle vient apporter quelque chose de nouveau. C'est l'entreprise, c'est tout ce qui est structure professionnelle. Alors quand je dis entreprise, c'est structure professionnelle parce que c'est aussi les organisations. Donc c'est 4 ressorts sociaux dans lesquels la réussite va se construire. Le premier, c'est la structure sociale. En fait, c'est le lieu où la réussite va s'acculturer. En fait, la nature de la réussite, en fait, il n'y a pas des grandes et des petites réussites, il y a des réussites. Et ce qui est important, c'est la nature de la réussite. En fait, on se rend compte que quand on regarde les gens qui ont réussi, ils ont réussi dans leur communauté de vie, c'est-à-dire l'environnement dans lequel ils ont baigné, l'environnement dans lequel ils ont grandi. Si les enfants, si les adolescents ont passé leur temps à réparer une vieille Panhard, une vieille Bugatti ou un Latécoère dans le garage de leur père ou leur grand-père, s'ils étaient dans un environnement sportif ou s'ils étaient dans un environnement plus intellectuel, ces communautés de vie-là vont aider à fonder les ressorts de la réussite. C'est là-dedans que la réussite se construit. Et c'est pour ça qu'il y a différents types de réussite. Et la réussite pour un sportif, c'est d'avoir une médaille d'or aux Jeux Olympiques. La réussite pour un réalisateur de film, c'est d'avoir un Oscar. Pour un journaliste, d'avoir un prix Pulitzer, ou comme on est ici dans une maison d'architectes, d'avoir pour les architectes le prix Pritzker. Donc la réussite, elle se construit dans ces milieux-là. Et ces réussites-là, elles sont construites, elles avancent au fur et à mesure, et elles sont intériorisées par l'enfant, par les adolescents. Et en fait, c'est pour ça que les réussites se construisent vraiment dans la communauté de vie. Et le dernier point sur la communauté de vie, sur la société qui est construite les uns et les autres, c'est ce qu'on appelle l'impact des capitaux sociaux. On s'est rendu compte, en fait, qu'en fonction des facteurs, des capitaux qu'on avait, la réussite qu'on allait avoir allait être plus ou moins grande, plus ou moins facile, et en tout cas de la nature dans laquelle on avait introjecté, on avait intériorisé ces capitaux-là. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est la famille. Alors la famille, je vais essayer d'être court sur la famille, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la famille. La famille, c'est le lieu où la réussite se construit. C'est le référent ultime. C'est-à-dire que c'est les filtres à travers lesquels tout va passer. C'est-à-dire que quand on regarde, moi j'ai étudié de nombreuses familles, quand on regarde certaines familles, ils sont nombreux frères et sœurs, et il y en a un qui va réussir plus que les autres. Il y en a un qui va réussir quelque chose, qui va devenir dirigeant, qui va devenir un grand sportif. Et en fait, la réussite, elle se construit dans une famille parce que certains enfants, certains
parents aussi, vont inculquer un certain nombre de choses aux enfants, et pas à tous les enfants. Parce qu'en fait, les enfants ont une place dans la famille, et ils arrivent à un moment donné où voilà, le père, la mère, va avoir plus de temps de s'en occuper, ou avoir plus d'intérêt à s'en occuper. Donc il n'y a pas de recette miracle pour dire il y a des familles où ça réussit, des familles où ça ne réussit pas. Non, dans des familles, il y en a qui réussissent, et il y en a qui ne réussissent pas. C'est le premier élément. Deuxième élément dans la famille, c'est que dans une famille, en fait, il y a 3 personnes. Il y a le père, il y a la mère et il y a les parents. Et souvent, on oublie cette troisième dimension des parents. Quand on regarde la réussite, on se rend compte qu'en fait, le père, c'est celui qui donne la reconnaissance à l'enfant. La mère s'occupe de la bienveillance. Le père, c'est celui qui va avoir une autorité constructive sur l'enfant. C'est celui qui va lui donner les éléments de langage de la réussite. C'est celui qui fait rêver. C'est celui qui va apporter des actes. Vous savez, quand on regarde les enfants et qu'on les écoute, on a vu des enfants qui disent « moi je veux être comme papa ». Donc le père est celui qui va apporter, qui va donner des éléments de construction à l'enfant. C'est aussi celui qui va mettre l'enfant en sécurité. C'est lui qui va donner le cadre de l'éducation, qui va mettre en sécurité, même parole d'enfant. C'est dans la cour, dans les cours d'école, c'est ouais, mon papa il est plus grand que le tien, il est plus fort que toi, j'ai une plus grosse voiture, etc. etc. Donc le père, c'est celui qui donne ce cadre-là, c'est celui qui va être sollicité sur ces éléments-là. Il y a des études qui ont montré que, par exemple, quand les pères changent leurs enfants, ils changent les couches de leurs enfants, et qu'ils leur parlent, le père, il va parler du futur, il va parler de devant, de ce qui va devenir, ce qui va être. Alors que la mère, elle va parler du corps, du bien-être, elle va plutôt avoir un discours passé. Donc, le père, il apporte cette partie-là. La mère, elle, c'est la bienveillance. La bienveillance de la mère, parce que en fait, la mère, on voit quand on fait ce qu'on appelle des récits de vie, quand on écoute les personnes sur lesquelles moi j'ai travaillé ou d'autres ont travaillé quand on regarde leur réussite, on voit que la mère, en fait, elle est l'institutrice de l'enfant. En fait, c'est elle qui va lui apprendre énormément de choses. Elle va lui apprendre à parler, elle va lui apprendre à marcher, elle va lui apprendre à être propre. Et autre chose, c'est qu'elle va être aussi institutrice au sens où elle est celle qui va porter les fondements de l'éducation, celle qui va donner des principes de moralité, celle qui va donner aussi des principes de conduite, celle qui va être aussi la confidente. Elle est institutrice aussi parce que c'est elle qui va intermédier entre l'enfant et l'école, l'enfant et la construction de cet enfant-là. Quand je parle de l'école, il n'y a pas simplement l'école scolaire, le primaire, le communal. Les écoles, quand tout à l'heure, juste après la structure familiale, je vous parlais de l'école, c'est aussi tous les types d'écoles, c'est-à-dire l'école du foot, l'école de dessin, l'école de musique, etc. Toutes ces écoles-là qui apprennent à l'enfant à grandir. Et cette mère-là, cette mère un peu institutrice, c'est elle qui va aussi l'aider à se fortifier, à grandir. Et un élément qui est fort quand on a interviewé, parce que j'ai interviewé dans le cadre des dirigeants que j'avais interviewés, j'ai eu la chance d'avoir quelques mamans de grands dirigeants. Et en fait, on se rend compte qu'elles ont un discours très, très puissant, beaucoup plus puissant que le père, sur la notion d'effort, sur la notion que l'effort est nécessaire pour réussir, que la réussite est difficile. C'est elles qui vont donner un petit peu ce sentiment de conquête, sentiment de conquérant à l'enfant. Donc, et Freud disait que en fait, c'est chez la mère qu'on va trouver tous les moteurs de la réussite. C'est elle qui va impliquer ça. Et quand on lit les livres de témoignages de mères, de personnes célèbres, on voit bien combien elles ont été présentes tout au long de leur réussite et combien elles ont construit, elles ont aidé à cette construction de la réussite. Et enfin, la mère, c'est autre élément qui est important, c'est que, je vous disais tout à l'heure, c'est elle qui fait l'intermédiaire entre
l'école et l'enfant. Et on voit aussi dans certaines enquêtes qui ont été menées quand la place de la mère, quand on a des mamans qui sont investies, qui prennent ce rôle, on voit bien que ça concourt au développement de l'enfant et à la réussite de l'enfant. Donc, place de la mère très prégnante, très importante. Troisième lieu où la réussite se construit, c'est l'école. Alors, ce qu'il faut savoir sur l'école, c'est que l'école, c'est la réussite en formation. C'est là qu'elle va se faire, mais ce qu'il faut retenir de l'école, c'est que c'est elle qui va donner la capacité d'agir. C'est l'école qui... la finalité de l'école, en fait, est d'accroître la capacité d'agir. Moi, je dis toujours à mes étudiants, mon rôle, c'est pas que vous appreniez, tout est dans les bouquins. En plus, aujourd'hui, avec Internet, je veux dire, on peut avoir toutes les réponses qu'on veut. Ce ne sont pas toujours exactes, mais en tout cas, il y a un bon nombre de réponses qu'on peut avoir. En revanche, ce qui est important, c'est le rôle de l'éducateur et du prof, c'est de leur permettre de questionner, d'avoir les capacités de questionner. L'intelligence, elle est moi je dis toujours, l'intelligence est dans le questionnement. Eh bien, l'école, la finalité de l'école, c'est d'accroître la capacité d'agir. Et on voit bien que les écoles, et là aussi je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, c'est pas simplement l'école primaire ou secondaire, c'est aussi tous les types d'écoles dans lesquelles l'enfant va grandir, l'adolescent va s'épanouir et va avoir ses capacités de réussir. Et donc, c'est là que, en fait, et on voit bien que, tout à l'heure j'en parlais, je vois Michel qui est là, j'en parlais avec lui tout à l'heure, avant l'intervention, je disais, par exemple, certains individus qui ont eu des grandes réussites entrepreneuriales et avec lesquels j'avais travaillé, que j'avais interviewé, je leur avais demandé, mais on parlait de leur enfance, en fait, c'est une méthode qui s'appelle les récits de vie, et certains me disaient, mais en fait, moi, tout petit déjà, je voyais que j'étais différent, je voyais que j'étais pas comme les autres, je les voyais jouer au foot et moi je comprenais pas, c'était pas ça que je voulais faire, j'étais investi dans autre chose. Donc en fait on va le voir sur la construction de l'enfant, mais l'école elle a ça, elle a cette capacité là. Ce que je voulais dire aussi c'est que l'école elle permet beaucoup de choses, mais attention, l'école elle classe mais aussi elle déclasse. Elle classe parce qu'en fait c'est elle qui dit ce que vous êtes ou ce que vous n'êtes pas. Si je vous prends tous là, je suis certain, certains vont me dire, moi j'étais nul en maths. Voilà, l'école elle va dire des choses et on va les porter comme ça pendant très longtemps. Donc en fait, l'école, c'est une vraie caisse de résonance. Elle a cette force de donner une capacité d'agir, de faire grandir, de faire réussir, mais aussi elle a un mauvais côté, c'est qu'elle va classer les enfants, qu'elle va classer les adolescents et qu'on va retenir ça pendant très longtemps. Et ce classement, cet impact qu'a l'école, ça peut, pour certains individus, ça va les gêner, ça va les empêcher de réussir. Même si elle va donner un cadre, elle va les empêcher d'accéder à une réussite future. Donc il faut faire attention à l'école parce que elle est présente, elle continue d'être présente. Vous avez qu'à aller sur LinkedIn, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, les premiers mots, les premières informations qu'on a sur vous, sur l'identité d'une personne, c'est l'école qu'elle a faite. Et alors, voilà. Donc, l'école, elle a cette capacité à faire réussir, à faire grandir, mais elle a aussi cette capacité à classer les gens et les classifier, et c'est quelque chose qu'on va garder en soi et qui va, si certains, ça va les aider pour grandir, pour réussir, ça va empêcher certains autres à ne pas réussir. Et en fait, qu'est-ce qui reste ? Je parlais du dernier élément où les ressorts sociaux de la réussite sont là. Le dernier, c'est la structure professionnelle. Et en fait, ce qui est incroyable, c'est que la réussite professionnelle, la structure professionnelle, elle va au contraire révéler des talents. Elle va révéler des capacités, elle va révéler des compétences. Et en fait, il y a dans la structure professionnelle, il y a cette idée qu'il y a une espèce de dimension sacrée
Il n'y a pas dans l'école, même s'il y a quelques maîtres, etc. Mais dans la structure professionnelle, on va avoir des maîtres, on sait qu'il y a des passages obligés, on sait qu'il y a des moments où on va pouvoir suivre des gens, les prendre comme exemple. Et en fait, la structure professionnelle, c'est un petit peu la dernière chance de la réussite. Et il y en a plein qui vont la saisir parce qu'ils vont avoir la chance de rencontrer des gens, de se mettre dans leurs pas, de révéler ce qu'ils étaient, de révéler leurs capacités. Si l'école travaille plus sur les compétences, l'entreprise, les organisations, les structures professionnelles travaillent beaucoup plus sur les capacités des gens, sur cette capacité à avoir, à faire et à réaliser. Et en fait, donc, c'est ce que j'aime avec l'entreprise, ce que j'aime avec les structures professionnelles, c'est qu'elles permettent, moi j'appelle ça des dépossédés de l'école, en fait, des dépossédés des diplômes, de ces gens qui n'ont pas pu s'exprimer avant, d'avoir à ce moment-là une vraie capacité à rebondir et à réussir. Voilà. Alors, je vois le temps qui passe, je dis je ne vais jamais y arriver. Donc tout à l'heure, je vous ai dit, donc, il y a 4 ressorts sociaux, la communauté de vie, l'entreprise ou le structure professionnel, la famille et l'école. Maintenant, on va parler, il y a aussi 4 structures, 4 ressorts psychologiques. Je vous dis tout à l'heure, dans les comportements, il y a la personnalité, il y a l'environnement. Nos comportements, ils sont construits à partir de ça. Et c'est les comportements que ceux qui ont réussi ont mis en place. Alors, c'est très facile à retenir. Les 4, c'est, moi j'appelle ça, j'ai avec, AVEC. En fait, c'est simple, c'est l'autonomie, la volonté, l'estime de soi et la confiance. Alors, l'autonomie, en fait, ça s'apprend l'autonomie. Et là aussi, tout à l'heure je parlais de la 3e personne dans la famille, il y a le père, la mère et il y a les parents. C'est les parents qui apprennent l'autonomie à l'enfant. C'est les parents qui vont permettre à l'enfant d'être autonome, de se sentir. Cette autonomie, ça apporte quoi? Pardon, j'ai oublié d'appuyer. Ça apporte quoi? Ça apporte c'est le résultat de l'éducation, mais ça apporte une conscientisation de soi. C'est-à-dire on arrive à savoir qui on est. Cette autonomie, elle permet aux enfants, aux adolescents, parce que c'est surtout dans l'adolescence que se construise l'autonomie, à agir, à décider, à penser par soi-même. Et on voit aussi dans les gens qui ont réussi cette capacité à ne pas faire comme les autres, ne pas toujours suivre, à avoir ce mindset, cette fierté, cette capacité à contrôler qui on est, à savoir qui on est et à le mettre en place. Donc l'autonomie, ça permet ça, c'est les parents qui permettent d'accéder à l'autonomie. Et c'est aussi cette autonomie qui permet à l'individu de savoir ce qu'il veut et de s'inscrire dans le futur. On voit très jeune, chez les enfants, mais aussi chez les adolescents, qui ont réussi, quand on les interviewe, de voir qu'ils savaient ce qu'ils voulaient, ils savaient comment ils allaient le faire, et ils se mettaient en construction pour y accéder, pour réussir, et pas toujours en suivant la mode, pas toujours en suivant les autres, mais ils avaient ce caractère d'indépendance, ce caractère à avoir une assurance d'eux-mêmes qui leur permettait de réussir. C'est aussi l'autonomie qui est importante parce qu'en fait, ce sont des enfants, ce sont des adolescents qui sont capables de contrôler leurs pulsions, de contrôler leurs émotions. Alors il y a un élément qui est très fort, mais je n'ai pas le temps de développer, ce qu'on appelle la frustration, et d'avoir un rôle, d'avoir une prise en charge de cette frustration. Alors cette frustration, très rapidement, en fait, c'est la mère qui va aider l'enfant à gérer ses émotions, à gérer ses frustrations. Elle va lui donner ce qu'on appelle une espèce de cadre éducatif sur ses valeurs, sur sa façon d'être, sa façon de ressentir, sa façon d'agir. Et c'est ce rôle-là de la mère qui est important dans cette construction de l'autonomie. Il y a un film qui est passé il y a quelques années, qui est sorti il y a quelques années, qui s'appelait, je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle « Va, vis et deviens ». Eh bien, on voit le rôle de la mère dans la construction de l'autonomie de l'enfant et dans la construction de sa réussite. Donc là, l'autonomie, c'est un élément fondamental dans la réussite parce que c'est celui qui permet à l'enfant de grandir et de se construire. Le deuxième, c'est la volonté.
Alors là, la volonté, c'est autre chose. Parce que la volonté, moi je dis la volonté n'existe qu'en acte. En fait, c'est pas une espèce de, c'est pas un désir futur, c'est pas ouais j'ai envie d'être ça, j'ai envie de ça. C'est pas une espèce de désir fumeux de voilà. La volonté, c'est pas ça. La volonté, elle se ment pas comme on dit, elle se révèle dans les actes. C'est-à-dire que on voit quelqu'un qui est volontaire, pas dans ce qu'il dit, mais dans ce qu'il fait. Et dans la volonté, il y a une implication extrêmement forte de tous les instants, il y a un effort intime, il y a un prix à payer, un engagement profond dans la volonté, et on sait qu'il n'y a pas de réussite sans engagement, il n'y a pas de réussite sans effort très, très, très profond. Il y a un auteur qui disait, c'est la profondeur de l'engagement qui distingue les bons des très grands. Donc voilà, il y a ce côté où la volonté, c'est quelque chose qui est essentiel, qui est très important, signifiant et significatif dans la réussite. Il y a une enquête qui a été faite il y a quelques années dans les grandes universités américaines, et on s'est rendu compte que quand on prenait les adolescents, les jeunes gens qui avaient des buts dans la vie, qui avaient une volonté forte d'y arriver, et pas simplement, comme je vous disais tout à l'heure, simplement dans un désir, mais dans un effort ultime d'engagement, eh bien on s'est rendu compte que les 3% qui avaient un but véritable, ben c'était des gens qui réussissaient et qui étaient heureux dans la réussite. Donc, vous voyez, le chiffre est important parce qu'en fait, il n'est pas très élevé, mais il est quand même significatif de ceux qui réussissent. Et puis, dernière chose dans la volonté, ce qui est aussi important dans la volonté, c'est que ce sont des gens qui ne croient pas en l'échec. C'est-à-dire que ces gens qui vont toujours remettre, vous savez, 10 fois sur l'ouvrage, tu remettras ton métier, sur le métier, tu remettras ton ouvrage. Eh bien, c'est ça, c'est des gens qui, sans arrêt, vont investiguer pour réussir. Il me reste 4 minutes, je ne sais pas si je vais y arriver. Ah oui, j'avais un exemple. J'avais rencontré un dirigeant qui m'a dit, je faisais son interview, et il me dit, à un moment donné, il parle, et puis il me dit quelque chose, je lui dis, mais monsieur, si... avec tout ce que vous me dites, si je compte bien, vous me dites que vous avez 20 ans, mais moi j'ai calculé que vous devriez avoir 25 ans. Alors c'est le dirigeant d'une très très grosse entreprise. Et il me dit, oui, c'est toujours le problème, c'est que j'ai eu mon bac à 13 ans et demi, et j'ai repiqué 3 fois pour avoir HEC. Et il m'a expliqué, il m'a dit, je me suis battu, mais je voulais HEC. Et voilà, j'y suis arrivé, j'avais la volonté de l'avoir et je l'ai eu. Donc même très jeune, même avec des capacités, il sentait qu'il n'avait pas intégré tout de suite et qu'il m'a dit, moi j'avais une volonté de l'avoir et j'ai tout mis pour l'avoir et pour réussir. Et il a construit un grand groupe, un des plus grands groupes mondiaux aujourd'hui. Troisième point, donc je vous ai dit, l'autonomie, la volonté, c'est l'estime de soi. Les individus qui occupent des positions élevées ou des niveaux hiérarchiques élevés, très élevés, ce sont des gens qui ont une grande estime d'eux-mêmes. Et l'estime de soi, c'est, je vais reprendre ce que disent les Maoris, ils appellent ça la mana, c'est-à-dire la fierté, une espèce d'intégrité tournée vers la réussite. Et en fait, l'importance de cette estime de soi, dans la réussite, c'est une image de soi qui va être construite, qui va être intégrée, qui va avoir un impact fort, puisqu'en fait, on s'est rendu compte que les gens qui avaient une estime d'eux-mêmes élevée avaient une réussite élevée. Que les gens qui avaient une estime de soi faible avaient une réussite faible. Alors, vous allez me dire, de la poule et de l'œuf, oui, c'est vrai, ça marche aussi dans les deux sens. Mais en fait, ce sont des gens, quand on les interviewe, on se rend compte qu'en fait, ce sont des gens qui ont une conscience de la valeur d'eux-mêmes. On dit en psychanalyse, on dit de la valeur du moi.
Et donc, en fait, ils sont conscients à la fois de leur capacité et de leur potentialité. Et donc, il y a dans cette estime de soi, là aussi, il y a un travail où on voit le rôle à la fois des parents, des familles, aussi le rôle de l'école. Parce que si vous dites à des enfants, si vous dites à des adolescents sans arrêt qu'ils sont nuls, malheureusement l'école fait ça, c'est sûr que ça ne produit pas une estime de soi forte. Et puis après, c'est cercle vicieux. On vous dit que, etc., etc., etc. Donc voilà, et donc on ne remonte pas. Et donc, on s'est rendu compte que pour travailler sur l'estime de soi, pour qu'il y ait une réussite, pour que ça aide à que l'estime de soi grandisse, il faudrait ce qu'on appelle les petits succès. Il faut que cette nécessité, là, on voit ça maintenant à l'école, on commence à prendre ça en compte depuis quelques années, c'est aussi ce qui existe dans la famille, c'est ces fameux petits succès qui permettent à chacun de regagner en confiance, de regagner en estime de soi, de regagner en image de soi positive et que l'estime de soi, que l'individu ne soit pas dévalorisé. Donc c'est cette force-là qu'il y a qu'on retrouve dans la réussite, de cette image de soi qui est forte. Et cette image de soi, je reviens là-dessus parce que l'estime de soi, j'ai bien vu parce que j'avais interviewé un prix Nobel de médecine, et voilà, il m'a raconté qu'il avait... alors, vous allez me dire, quand il me l'a raconté, il était déjà prix Nobel, parce que c'était un reconstruit, etc. Mais en fait, quand on regarde, parce qu'il a écrit sa biographie, quand on regarde un peu sa biographie, et aussi ce qu'il m'avait raconté, c'est qu'il avait quand même une image de lui qui était forte, qui était valorisée, et qui avait été extrêmement valorisée. Il a raconté très bien comment elle avait été valorisée par ses parents et par sa mère. Et donc, c'est une force d'avoir une estime de soi forte, et c'est une force que cette estime de soi permet à l'enfant de grandir. Je vais vous dire juste une chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, quand je parlais de l'autonomie, parce qu'aujourd'hui, avec les écoles positives, etc., on essaie de faire en sorte que les enfants deviennent de plus en plus autonomes, et autonomes vite. Et en fait, maintenant qu'on a du recul sur une génération, on se rend compte que les enfants qui sont autonomes, ça crée la réussite, parce que ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, mais qu'il faut faire quand même attention aux âges, qu'il y a des âges biologiques qu'il ne faut pas passer au-dessus, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a aujourd'hui beaucoup d'enfants à qui on a donné de l'autonomie, qui sont très autonomes, trop autonomes par rapport à leur âge, et que ça crée ce qu'on appelle de l'hyperactivité. Voilà. Donc, comme c'est des sujets à la mode, c'est aussi la raison de cette trop forte autonomie qui a été donnée aux enfants. Et enfin, l'estime de soi, c'est aussi très fort parce que, comme je l'ai dit, ça donne une image de soi. Le danger, c'est que la faible estime de soi entraîne ce qu'on appelle des compensations, et que vous avez des gens qui, pour compenser, vont faire le malin. Et c'est ce qu'on va retrouver dans la vitesse, dans la drogue, dans les bagarres, même dans les scarifications. C'est une estime de soi faible. D'accord ? Donc, et dernier point, après l'autonomie, la volonté, l'estime de soi, c'est la confiance. Alors la confiance, c'est complètement différent, parce que la confiance, c'est un point qui est fort dans les entreprises que j'ai. Alors c'est ma casquette de consultant là qui parle. C'est que en fait, les gens qui réussissent, ce sont des gens qui font confiance aux autres. Alors vous allez dire, il faut faire attention, on ne peut pas faire confiance comme ça à tout le monde, il y a toujours des passagers clandestins, je suis d'accord avec vous. Mais les Anglais ont deux termes pour dire ça, c'est trust and confidence. Il y a cette confiance en soi qui est fondée sur sa foi, on a vraiment confiance et on a confiance en l'autre. Et la réussite, elle se fait, la réussite entrepreneuriale, même la réussite sportive ou académique, elle se fait en faisant confiance aux autres. On ne peut pas réussir tout seul. Et le talent d'un ne peut pas égaler la somme des talents. Donc, on a besoin des autres pour réussir. Et on voit bien, moi, j'ai un exemple que j'ai suivi pendant plus de 20 ans. C'est deux entreprises, avec deux chaînes d'entreprise. Les deux chaînes d'entreprise avaient à peu près la même taille dans les années 70.
elle faisait à peu près l'équivalent d'aujourd'hui, on dirait 200 millions d'euros. Et j'avais un chef d'entreprise qui était très tourné vers lui, qui voulait tout diriger, tout prendre en charge, et qui n'avait pas forcément une grande confiance en l'autre et qui ne voulait pas s'entourer. L'autre, au contraire, avait une volonté de s'entourer, d'attirer les meilleurs, d'avoir une grande confiance dans ses collaborateurs, les gens qu'il employait. Et je vais vous donner, alors je ne sais pas si c'est, vous allez me dire, est-ce que c'est que ça? Non, je pense qu'il y a aussi d'autres choses. Ils sont tous les deux sur des secteurs d'activité qui ont très performé durant les 20 dernières années. Mais aujourd'hui, j'ai une boîte qui fait 300 millions et l'autre qui fait 3,5 milliards. Vous voyez, des modes de management complètement différents. Et pourquoi je le dis? Parce qu'en fait, la confiance, c'est un élément essentiel dans la réussite entrepreneuriale, dans la confiance dans l'autre, parce que ça permet de donner des capacités d'agir qu'on n'a pas tout seul. Donc, la confiance, c'est important, c'est nécessaire, parce que ça permet de conjuguer des talents, d'associer des talents et de réussir. Et puis, cette confiance, elle est aussi nécessaire parce qu'il faut avoir foi en soi, ce que je vous disais tout à l'heure, et même si les autres n'ont pas foi en vous, ceux qui ont réussi, on remarque qu'ils avaient une très grande confiance en eux. Et alors, je vais juste vous citer celle-là, ça m'a fait un peu sourire quand je l'avais vue. C'était une entreprise d'enregistrement, ce qui s'appelle Decca Records, qui avait refusé les Beatles en disant « On n'aime pas le son de votre groupe, de toute façon les groupes 3 guitares, une batterie n'ont aucun avenir dans le milieu de la musique. » Donc voilà, simplement pour dire que la confiance est un élément qui est important, sur lequel il faut avoir foi en soi, il faut avoir foi en l'autre, et ça permet la réussite. Alors je vais terminer en disant qu'est-ce que c'est la réussite sans les canons de la gloire? En fait, on se rend compte que derrière la réussite, il y a un élément que beaucoup d'individus ont cherché. Je n'aurai pas le temps de développer aujourd'hui, mais ça s'appelle le prestige. Voilà, je vous remercie. Eh bien, maintenant que tu me connais, tu me vois dans quel... On en parlera tous les deux. Ça m'arrange. Alors, si, la confiance. La confiance. Ouais, ça c'est sûr. Je sais m'entourer. Voilà. Regarde, t'es là. Ouais, merci. Non, mais c'est vrai, moi je me suis... Ouais, exactement. Et t'as raison, parce que j'ai un bureau qui a une confiance en moi incroyable. Et c'est vrai que ça, c'est ma maman à moi aujourd'hui, le bureau. Bon, merci. Alors, est-ce qu'on va faire rapidement, parce que tu as débordé beaucoup, c'est ça? Je ne sais pas. C'est pas grave. Est-ce que vous avez des petites questions? C'est peut-être le petit moment qu'on peut faire. Est-ce que ça vous évoque des choses? Ou est-ce que c'était très complet, qu'il n'y a rien à rajouter? Ou c'était incompréhensible? Oui. Moi. La vice-présidente de la Fédération des Yvelines. Ça rigole pas. Laurence. Oui, bonsoir. Moi, j'avais une question. Quand vous parliez de la famille, on est quand même à une époque où les familles monoparentales sont légion. Et donc, qu'est-ce que vous pensez justement du développement des enfants? Alors, ça risque d'être une question avec une réponse un peu longue, mais moi, je pense sincèrement que le développement des enfants se fait avec les deux parents, qu'ils soient séparés ou pas, et on sait très bien que c'est malheureusement pas le cas avec un papa, par exemple, qui récupère les enfants tous les 15 jours, le week-end, enfin, je sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est un réel frein au développement des enfants et à en faire des gens en capacité, ou est-ce que les enfants ont une nature à rebondir et à s'adapter, voilà. Alors, je vais commencer par la deuxième partie. Attention, les enfants introjectent, c'est un peu psychanalytique, mais reçoivent un certain nombre de choses. Et que, oui, on pense qu'ils sont capables de tout encaisser, tout avaler. Hein, mais en fait, ça ressort un peu plus tard et ça fait le bonheur des psys. Alors, je vais juste répondre sur la première partie. On
on commence à avoir un peu de recul sur les nouvelles façons, parce que vous dites les figures monoparentales. Moi, j'ai fait une intervention dans une école dans Yvelines, tiens, donc je ne vais pas le dire laquelle. Et là, on m'a dit, le chef d'établissement m'a dit, j'ai un vrai problème, c'est que cette semaine, en 4e, j'ai 3 garçons qui se sont déclarés en disant on est des filles. Donc vous voyez, ça va aujourd'hui, ça va un peu plus loin que. Et j'ai donc il m'a dit qu'est-ce que je fais avec ça, et il m'a dit il y a un parent qui vient, est-ce qu'on peut le recevoir ensemble? Et on a reçu les parents, et les parents ont dit bah oui, aujourd'hui notre fils a décidé qu'il était devenu une fille. Donc là-dessus, moi je ne peux pas vous répondre parce que, il y a pas assez moi je n'ai pas assez de recul. C'est un champ universitaire qui est à côté de moi, même si je le touche, même si on travaille ensemble. Moi, ce que je peux vous dire sur le père et sur la mère, sur votre première partie de question, c'est que les parents divorcés, les familles monoparentales, il y a, je ne l'ai pas dit parce que je n'avais pas assez de temps, mais en fait, c'est la mère qui dit ce qu'est le père. Si vous devez retenir une chose, c'est celle-là. En fait, c'est la mère qui dit ce qu'est le père. En fait, c'est la mère qui reconnaît au père la place qu'il a. C'est le discours de la mère qui dit à l'enfant, voilà qui est ton père. Et on sait, il y a pas mal d'enquêtes qui ont été faites sur des pères qui n'étaient pas les géniteurs de l'enfant et qui étaient reconnus comme pères par les enfants. J'ai même vu dans des enquêtes des enfants qui ressemblaient à leur père. Ils étaient adoptés. Donc vous voyez, je pense que c'est des fonctions, le père, la mère et les parents, voilà, ce sont des fonctions qui sont reconnues. La mère, elle est mère. Le père, il devient, et il a son rôle de reconnaissance, ce que je vous disais tout à l'heure. Mais ce qu'il faut savoir, j'ai oublié de le dire, c'est que c'est la mère qui dit à l'enfant qui est son père et quel père elle veut qu'il soit. Merci. Oui. C'est vrai, et moi j'ai reçu dans mon entreprise un réfugié, et des fois il me dit, alors ça me gêne un peu, mais il me prend pour son père, et c'est vrai qu'à un moment donné on les aide à grandir, donc c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Comme certains enfants ont, quand le père est absent ou qui joue peut-être moins le rôle de père, les pères de substitution, le grand-père, les oncles, les amis de la famille peuvent être des pères, peuvent être des référents pour un enfant. Et quand je dis un enfant, c'est à la fois un garçon et une fille. Est-ce qu'il y a une autre question, 2 ou 3? Après, Bruno, tu restes un petit peu quand même, oui. Un tout petit peu. Mais est-ce qu'il y a une autre question qui peut... Ça a été complet? Terminé, je pense. Je savais qu'il était complet. Bon, voilà, merci beaucoup. Alors, on va maintenant commencer la partie qui est super toujours passionnante, c'est les discours. J'attaque le sénateur Michel Laugier et le député des Yvelines Charles Rodwell qui nous ont fait la chance de passer. Guillaume Quéroux, je vais peut-être aller au bout parce que tout le monde ne le connaît pas. Voilà. Guillaume Quéroux qui est avec nous ce soir, qui est le président de la CCI des Yvelines. Merci Guillaume. On a plutôt un bon contact sur plein de sujets et c'est toujours un plaisir d'échanger avec toi et merci de venir clôturer tout à l'heure notre partie discours. Je te prépare comme ça. Ça t'apprendra. On a juste à côté, ils se mettent ensemble parce que je crois qu'il y a des connivences. On a le président de la Chambre des métiers, Renan. Ça me fait plaisir de te présenter quand même parce qu'il est en plus vice-président de notre fédération, mais il a aussi cette casquette. C'est un FFB en puissance et merci à toi pour tout. Tu vois ce que je veux dire? Pour tout. Philippe Chatin, je ne sais pas si tu es là, Philippe. On était à ça, c'est le président des architectes, il va arriver parce qu'il vient souvent au moment de l'apéritif. Donc là, c'est un peu tôt. Zachary Hardy, Zachary,
il vient avec Philippe pour l'apéro aussi, bon, pour le moment. Et lui, il représente le MEDEF ce soir. Et maintenant, on va rentrer dans les personnalités qui m'accompagnent depuis maintenant le début de mon mandat. Patrick Ramé, qui est le président et qu'on est très fiers d'accueillir ce soir. Patrick, je crois que c'est une des dernières sorties officielles. Tu clôtures par mois ta carrière dans notre fédération. C'est ça à peu près? Presque. Donc Patrick, qui est le président de notre région, 91, 95 et 78, qui a eu un rôle important au niveau de premier vice-président de la fédération au niveau national, et qui est un monsieur que j'ai appris à découvrir. Et dans tout ce que je viens de vous dire, il y a surtout monsieur. Voilà, merci à toi d'être là. Tu viendras nous dire un petit mot, bien évidemment. On a également Éric Jourde, qui est le délégué général de la Fédération nationale. Éric, merci beaucoup. Je suis très fier. Tu représentes ce soir Olivier Salon, notre président, qui n'arrête pas. Et toi, tu as la chance de t'arrêter dans les Yvelines, donc merci à toi. Et je suis impatient de t'écouter également. Fabien Dora, qui lui viendra, s'il vient, aussi au moment de l'apéritif. Et qui est donc, lui, le président de l'Essonne, qui est mon homologue dans l'Essonne. Et on a un tout petit nouveau qui vient d'arriver, qui est Sébastien Ramé. Vous verrez tout à l'heure pourquoi je vous dis tout petit. Vous allez comprendre. Sébastien, bienvenue. On a la chance de se connaître juste avant ton élection et déjà, je suis pas inquiet. Je sais qu'on va pouvoir travailler ensemble. Ça va être top et c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui. La Maison Bouygues, qui nous accueille aujourd'hui. Moi, je pense que c'était important de vous faire découvrir ce lieu. Je crois que depuis tout à l'heure, les petits échanges qu'on a eus, vous êtes tous comme moi, épatés. On a la chance d'avoir avec nous Madame Caroline Bernel, qui est la responsable des territoires 78-92. Et merci à vous, Madame, de nous accompagner. Je ne sais pas où vous êtes. Voilà, c'est gentil parce que moi, j'ai la lumière et je n'ai pas l'habitude. Merci à vous. Merci beaucoup. On a Monsieur d'Allemagne, directeur juridique de Bouygues Bâtiment. Je ne sais pas si vous êtes là aussi. Pas encore. Il arrive. Il va manger avec nous en plus, donc il va arriver. Jean-Christophe Fleury, qui est le DRH Bouygues Construction. Pareil. Ils arrivent tous à l'apéro. Comment? Ils bossent, ouais. Il y en a plein qui font rien. Donc voilà, et on va les accueillir tout à l'heure. Et puis, je ne vais pas oublier Perrine Cordeau, direction des achats. Perrine, merci à toi d'être là ce soir. Et avec Julien Antoine, qui lui, entre sa femme et moi, il n'a pas hésité. C'est bizarre, monsieur, moi, je ne sais pas. Non, il est reparti dans son Alsace parce qu'il est en pleine mutation. Il n'avait pas vu sa femme depuis 3 semaines et il m'a dit « Je te laisse ». Voilà, merci à vous de nous accueillir. Vous avez donné beaucoup de mal. Un grand clin d'œil à Julien Potet qui doit être en régie ou je ne sais pas où il est caché. Alors lui, il est épatant ce monsieur. Il nous a supportés. Il a été toujours sur un ton agréable et constructif. Merci à toi, Julien Potet, responsable de la communication. Bon, nous sommes ici dans une belle entreprise. En arrivant, vous avez fait peut-être comme moi. Moi, j'ai fait un petit peu je suis redevenu en enfance, j'ai filmé vos lieux parce que j'étais scotché. Les adjectifs, c'est quoi? C'est merveilleux, majestueux, éblouissant. Vos bâtiments imposent naturellement un savoir-faire. Et quelle carte de visite. Une référence pour nous tous entrepreneurs. Pour nous, l'entreprise Bouygues représente une réussite, un courage, des valeurs et surtout une réussite entrepreneuriale. C'était le but de Bruno ce soir, de vous montrer comment ça se construisait. J'ai trouvé plusieurs points communs avec nous, entrepreneurs, PME. Votre réussite à vous, elle dépasse vos frontières, nos frontières, alors que la nôtre, elle dépasse notre village, notre ville, voire des fois même notre département. Chacun à notre échelle, nous menons le même combat et la même remise en question quotidienne. J'ai eu la chance de déjeuner avec Perrine et Julien, et c'est la première chose qui m'est venue lors de nos échanges, c'était de vous dire, vous avez un esprit d'entreprise incroyable. Moi, ça m'a bluffé. J'avais l'impression, et moi je l'ai dans la mienne, et on l'a tous dans les nôtres, on échange en permanence,
Vous avez du sang orange dans vos veines. Et ça m'a épaté. Moi, je n'avais pas imaginé. On a toujours, nous, quand on ne sort pas de notre rue, on a toujours l'impression qu'on détient la vérité. Et vous m'avez bluffé avec ça. Et vous m'avez même rajouté, vous, Perrine, que ceux qui n'ont pas l'ADN, ils ne restent pas. C'est vrai ? Et c'est vrai que nous, on le ressent aussi dans nos entreprises. Il y en a qui sont d'eux-mêmes, naturellement, parce qu'en fait, ils ne se retrouvent pas dans nos valeurs. Je fais un raccourci peut-être un peu rapide, mais petite, moyenne ou très grande, nous, chefs d'entreprise, nous tous, nous impulsons et nous créons l'ADN de nos boîtes. Nous récompensons, nous, fédération, nos salariés avec des médailles du travail. Mais Francis Bouygues, à l'époque, a été plus loin. Je vous en parle parce que ça, je ne le connaissais pas et je pense que c'est intéressant. Il a créé l'ordre des compagnons au Mine-Orange qui distingue les meilleurs ouvriers. Les compagnons du Mine-Orange sont les garants d'un savoir-faire, d'un savoir-être. Elle est où la maman? C'est ça, Bruno? Mais ils sont également moteurs sur la transmission du savoir. Ils représentent l'excellence de Bouygues Bâtiment par leur technicité et leur exemplarité. Ils sont expérimentés et professionnels, ce sont de véritables ambassadeurs de la sécurité, du professionnalisme et de la formation. Les membres du conseil d'administration ici présents et mon bureau, je me demande si on ne devrait pas réfléchir à ça. Et j'imagine même mettre en valeur nos salariés élites dans nos entreprises. Parce que c'est quand même eux qui nous permettent de faire grandir nos entreprises avec la confiance qu'on leur donne. Je pense que c'est à réfléchir. J'ai voulu venir dans cette belle maison pour vous dire une chose. La fédération que je représente réalise un grand écart avec ses adhérents. On accueille l'auto-entrepreneur avec ses avantages fiscaux et nous côtoyons également les majors que vous êtes et vos exigences financières. Je vous avais dit que je vous en parlerai. Je tiens à remercier ici mon bureau qui a validé à l'unanimité l'idée de venir vous rencontrer, parce que j'aurais peut-être pu trouver une opposition en disant tu sais, oui, t'es gentil, mais unanimement, on avait envie, on est heureux et on est fiers d'être avec vous ce soir pour justement établir ce dialogue. J'aurais pas dû lever la tête, j'ai tout perdu. Quand j'ai décidé de venir vous voir, bien évidemment, c'est parce que vous nous faites rêver. Mais vous nous faites aussi peur, avec vos tarifs très tendus des fois. Donc notre message aujourd'hui, c'est de vous dire, vous avez besoin de nous, et nous avons besoin de vous. Comment trouver la bonne relation? Julien, qui dirige l'habitat social, souhaite se rapprocher et échanger avec nous. C'est ce qu'on va faire dès la rentrée. J'espère qu'on pourra avoir des dialogues enrichissants, parce que plein d'entre nous ont besoin de vous rendre service, on va dire, de travailler pour vous. Vous pouvez vous rendre compte du travail quotidien de notre fédération. On réalise ce qu'on réalise pour fédérer, guider, former, accompagner au quotidien nos adhérents avec notre équipe de permanents départementale. Merci à toute l'équipe de Bernard et pour le travail que vous faites et aujourd'hui en particulier. Merci aussi à l'équipe de la région. Chantal, tu leur transmettras ce message parce que vous êtes également fantastique et on voit la puissance de notre fédération. Et également, je tiens à remercier ce soir, mais c'est le conseil d'administration et le bureau de notre fédération qui, au quotidien, nous a permis de faire plein d'événements l'année dernière. Merci à vous, parce que seul, je ne pourrais pas le faire et vous êtes indispensable pour notre fédération. Maintenant, je vais vous faire part un peu de nos colères et de nos espoirs. Alors oui, il faudrait être aveugle et sourd pour ignorer la colère qui gronde dans ce pays. Mais il faudrait également être aveugle et sourd pour ne pas voir qu'à côté, il existe une autre France. Une qui est peut-être trop discrète, mais qui est enthousiaste, qui vibre et qui a foi dans l'avenir. C'est celle des entrepreneurs, c'est celle qui entreprend, loin de la grande complainte. C'est celle qui ne compte que sur elle-même pour avancer. Ces entrepreneurs ont fait le choix de se lancer seuls dans le grand bain et reprendre une entreprise avec leur argent personnel et à leurs risques et périls. Alors notre vie n'est pas celle des Golden Boys, une partie des bancs de l'Assemblée qui vomissent la réussite et qui la plupart du temps n'ont jamais mis les pieds dans une entreprise. Eh bien je vous le dis, le quotidien d'un entrepreneur ressemble plus souvent à celui d'un galérien qu'à celui d'un nabab.
Il consiste à bâtir des projets, à innover, à décrocher des financements, à trouver des marchés. On est loin ici des états d'âme sur la quête de sens ou sur la valeur travail. Il faut se retrouver les manches chaque matin si l'on veut survivre. À côté de quelques capitaines au succès spectaculaire se bouscule une armée des ombres qui repart au combat tous les jours. Une partie résistera, l'autre non. Dans un pays où l'on attend tout de l'État, où la réussite dérange, où l'argent est suspect, ces chefs d'entreprise ne prennent jamais la lumière. Dommage, car ce sont eux l'avenir de la France. Notre fédération ressent du mépris, les promesses ne sont pas tenues, nos entreprises ont trop de contraintes. Notre président Olivier Saleron, lors du congrès de la semaine dernière, m'a fait sourire en disant « Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui reconstruire un Mont-Saint-Michel avec toutes les normes et toutes les obligations. La ZFE, la REP, le ZAN, zéro artificialisation. Je suis sûr qu'on abandonnerait, on passerait à autre chose. Un abandon de la filière du logement, un saccage en règle du PTZ, un abandon du Pinel en fin 2024. Il n'y a plus de politique du logement dans notre pays. 5 millions de nos concitoyens sont mal logés. Le dernier trimestre révèle une chute de 40% du neuf. C'est catastrophique. Des licenciements attendus avec potentiellement 100 000 emplois en moins sur la France et 3 800 dans les Yvelines. Une reprise des procédures collectives devant les tribunaux de commerce. Quand l'État prendra-t-il la véritable mesure du risque de bombe économique, sociale et sociétale que représente la crise du pouvoir d'habiter à laquelle font face nos concitoyens? Faut-il rappeler que le logement constitue un formidable moteur de notre économie et que sans décision puissante et rapide, son arrêt entraînera dans les prochains mois la destruction de plus de 150 000 emplois. Nous attendons désormais non plus une énième concertation, mais l'expression d'une volonté présidentielle claire et ambitieuse, ainsi que des mesures chiffrées, un calendrier de mise en œuvre rapide et des moyens financiers adaptés aux enjeux. Mais, si vous me connaissez un petit peu, je suis quand même un peu positif. Il n'y a que ça qui m'anime, c'est le positif. Il y a plein de choses de bonnes quand même encore à utiliser. MaPrimeRénov', qui est le seul dispositif de rénovation lisible et stable. Bon, l'ANA, ils sont un peu débordés, donc les dossiers n'avancent pas suffisamment vite. Mais au moins, on a quelque chose qui fonctionne. Les réussites de notre fédération, auxquelles notre président se bat, une capacité de réaction immédiate et un secteur de main-d'œuvre propre à amplifier par 2 les investissements accomplis dans le secteur. Un salarié du bâtiment est égal à 2,5 salariés avec les activités amont et aval. Une capacité à intégrer des main-d'œuvre pas forcément formées, comme les étrangers et les réfugiés notamment. Une capacité à faire évoluer la société vers des fonctionnements environnementaux plus vertueux, une implication dans les démarches RSE. On est quand même formidable, je ne sais pas ce que vous en pensez. Nous recrutons et formons en permanence. Plus de 600 000 salariés travaillent dans une entreprise RGE. Les réussites de la fédération ces derniers mois, c'est la prise en charge pour surcoûts anormaux par les maîtres d'ouvrage publics. C'est des combats quotidiens que notre président travaille en permanence. Le maintien jusqu'à fin 2024 du plafond de 100 000 € pour les marchés publics passés sans publicité. Le rétablissement du crédit d'impôt en faveur de la rénovation énergétique des locaux tertiaires. La sauvegarde de la TVA à taux réduit pour les travaux induits sont autant de combats que notre fédération a menés. À l'époque où l'on évoque la réindustrialisation du pays, le secteur du bâtiment est un des axes majeurs. Avec son maillage territorial et sa présence partout, sur tous les points de la carte, le bâtiment peut impulser un redémarrage de l'activité avec un logiciel profondément modifié et tracer la voie pour les autres secteurs économiques. Avec la gestion rigoureuse de ces entreprises, le bâtiment peut assurer des emplois pour peu qu'elles soient libérées des lourdeurs administratives et fiscales, sur les bas salaires par exemple. Notre cadre de vie, notre environnement si spécifique nous est envié par bien des étrangers en voyage sur notre sol national. Continuons à l'entretenir, le mettre en valeur et l'exploiter vertueusement pour attirer encore plus de touristes au pays du bien vivre. Voilà, je suis en colère, mais je suis plein d'espoir. Vive le bâtiment.
Je suis perdu. Je suis où? Il est là, mon déroulé. Non, c'est pas ça. Et j'ai réussi à perdre le seul papier que j'ai besoin. Il y a de la... Bruno, t'es pas parti avec, des fois? Ah, c'est ça, il est parti avec. Hein. Ah, il s'est tiré avec. Bon, mais je vais essayer de le faire. Voilà. Bah, merci. La régie, vous êtes formidable. On a retrouvé Bruno. Non. Perrine, à toi de venir nous disputer ou nous faire des compliments, je sais pas. Merci à toi. Merci Bruno. Merci à toi déjà de prendre tout ce temps pour notre fédération. Merci beaucoup. Messieurs les présidents, membres adhérents, mesdames, messieurs, déjà bonjour à tous. Christophe m'a un petit peu introduit, mais je le fais un tout petit peu plus. Donc permettez-moi de me présenter. Donc, je suis Perrine Cordeau et aujourd'hui j'ai en charge la direction des achats chez Bouygues Bâtiment Île-de-France pour la structure qui s'appelle Habitat Social. Alors mon rôle avec mon équipe, c'est d'acheter les matériaux, les matériels pour nos opérations, pour nos chantiers, mais aussi et surtout de consulter des entreprises et de nouer des partenariats pour l'ensemble des prestations qu'on réalise avec nos partenaires sous la forme de contrats de sous-traitance pour nos opérations. Alors d'abord, en tant que collaboratrice du groupe Bouygues, je veux vous dire et vous souhaiter bien sûr la bienvenue. Et comme nous le disons souvent à nos clients sur nos opérations, bienvenue chez vous. J'espère que vous avez apprécié le lieu et que vous profiterez aussi pleinement de votre soirée. Je sais que vous avez, pour certains d'entre vous, à l'occasion des visites, appris un petit peu plus sur ce site, qui impressionne hein, souvent, surtout pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y mettre les pieds. Et en fait, pour moi, pour nous, les collaborateurs de Bouygues Construction, c'est avant tout notre lieu de travail. Et c'est vrai, il faut le dire, au quotidien, on a tendance à oublier qu'on travaille dans un cadre assez exceptionnel. Et c'est pour ça que c'est aussi toujours un plaisir pour nous de vous faire découvrir ce site. Alors Challenger, c'est le siège de Bouygues Construction qui accueille une partie des équipes des différents métiers du groupe. Mais les principaux collaborateurs qui travaillent ici sont des salariés de Bouygues Bâtiment Île-de-France, qui regroupent donc toutes les activités bâtimentaires de Bouygues Bâtiment sur le territoire francilien. On a également des agences sur le territoire francilien, notamment à Saint-Denis, à Ivry-sur-Seine, à Lieusaint, qui nous permet aussi d'être plus proches de nos clients, de nos opérations et de l'ensemble de nos parties prenantes et des entreprises avec lesquelles on travaille. Alors pour vous en dire un petit peu plus, Bouygues Bâtiment France, ce sont aussi 4 filiales régionales, Bouygues Bâtiment Grand Ouest, Bouygues Bâtiment Centre-Sud-Ouest, Bouygues Bâtiment Nord-Est et Bouygues Bâtiment Sud-Est, qui sont chacune implantées dans les régions et avec des agences de proximité sur les territoires. Pour ce qui concerne Bouygues Bâtiment Île-de-France, Bouygues Bâtiment Île-de-France est composé de 5 structures qu'on nomme en interne des unités opérationnelles qui ont chacune une spécificité métier. Et ce qui est chouette, c'est qu'on a fait simple, c'est que chacune porte le nom de sa spécialité, donc c'est assez simple à retenir. Je vais vous les citer, les 5. Donc, la première, c'est construction privée, qui s'adresse, comme son nom l'indique, à des clients privés, avec une spécialité plutôt de tertiaire, construction de bureaux. Rénovation privée, toujours pour des clients plutôt privés, avec une spécialité de rénovation lourde, essentiellement patrimoniale, comme des ouvrages de type hôtel de luxe ou des rénovations sur de l'haussmannien, mais qui est aussi capable de faire des rénovations comme des grandes rénovations comme des tours à la Défense. Équipement public, là qui s'adresse à des clients publics, donc État, administration, collectivités locales, départements, régions, et qui réalisent tout type d'équipement public. Ça va du collège au lycée, à la piscine, en passant par les grands ouvrages du Grand Paris Express en ce moment ou des ouvrages pour les Jeux Olympiques. Habitat résidentiel, qui, comme son nom l'indique, fait de l'habitat et des projets d'hébergement à destination de l'accession. Et enfin, habitat social, qui est la structure pour laquelle je travaille actuellement, qui a pour principaux clients les entreprises sociales de l'habitat et les offices publics pour l'habitat, et qui est spécialisée à la fois dans la construction et la rénovation, aussi bien en site vide qu'en site occupé, d'immeubles et de construction à destination du logement social et du logement intermédiaire.
Alors, on réalise d'autres types d'ouvrages, comme de la transformation d'actifs, de bureaux vers du logement, du parking vers du logement. On s'intéresse aussi et on travaille sur des copropriétés privées, sur des copropriétés dégradées qui bénéficient d'accompagnement de l'État. Et puis on réalise également de tout type d'hébergement, comme de l'hébergement senior ou de la chambre étudiante. Alors voilà pour le rapide portrait de qui nous sommes. Alors je vous parlais de Challenger et de ce site, et Christophe aussi tout à l'heure. Je vais y revenir parce qu'en fait le parallèle il est assez intéressant. Christophe a utilisé des mots assez positifs, magiques, majestueux. Ce site, il paraît aussi un peu fermé, hein, un peu confidentiel, gigantesque, un petit peu. Il impressionne. Et en fait, souvent, il fait aussi peur. Tant qu'on n'a pas passé la barrière d'entrée, et tant qu'on n'a pas été invité à une visite, et tant qu'on n'a pas été guidé pour découvrir le site. Et ce parallèle, il est intéressant parce que Bouygues, pour les entreprises du secteur du bâtiment, et en particulier pour beaucoup de PME et d'artisans, et ben Bouygues, à premier abord, ça fait peur. C'est un mastodonte, c'est un rouleau compresseur, c'est le symbole de l'entreprise générale, et puis, bon, soyons honnêtes, il faut se le dire au premier abord, l'idée qu'on peut s'en faire, eh ben, elle n'est pas forcément très attirante. Et c'est ce que je voulais partager avec vous, à vous tous aujourd'hui, c'est que Bouygues, comme toute société, hein, comme toute boîte, c'est avant tout une somme d'êtres humains dont je fais partie. Et moi, ça fait maintenant 16 ans que je travaille dans ce groupe, et pour rien au monde, j'irai travailler ailleurs parce que je m'y sens particulièrement bien. Et si je m'y sens bien, c'est aussi parce que je travaille au quotidien avec des collègues avec qui je partage, tu l'as dit, hein, cette passion pour le métier, cette passion pour le bâtiment. C'est marqué là. J'imagine assez mal ma vie sans bâtiment. Et tous mes collègues partagent cet avis-là. Et puis je retrouve aussi, je partage avec eux des valeurs communes. Et je suis sûre que beaucoup d'entre vous dans la salle les partagent également. On ne s'est absolument pas concerté avec les intervenants précédents. Je les ai notées, hein, c'est quelques valeurs fortes. La confiance, la toute première, on y revient. Le respect, la sincérité, le partage, l'authenticité. Et ces valeurs au quotidien, nous les portons chez Bouygues, chez Habitat Social, avec l'ensemble de nos parties prenantes, et en particulier avec les entreprises avec lesquelles on travaille. Alors, on a même créé un club qui regroupe aujourd'hui 90 entreprises qui sont nos partenaires les plus fidèles et qui nous accompagnent au quotidien sur nos projets dans une relation de confiance qu'on veut réciproque. Alors, on y travaille ensemble, on tâche de s'écouter, de se comprendre, de se respecter l'un l'autre, et puis aussi d'avancer ensemble en s'extrayant de cette relation un petit peu stéréotypée de l'entreprise générale et son sous-traitant. Alors évidemment, vous n'êtes pas du tout obligé de me croire. C'est logique d'être sceptique, hein, quand quelqu'un de chez Bouygues vient vous décréter ça. Du coup, j'ai choisi de vous lire un mail que j'ai reçu il y a 2 semaines de l'un de nos partenaires à la suite de la convention partenaire qu'on a organisée le 1er juin dernier et qui a réuni autour d'une réunion et d'une soirée les fameuses entreprises de ce club de partenaires. Ce sont ces mots, je n'ai absolument rien corrigé. Bonjour Perrine, je profite de ce mail pour te remercier, ainsi que l'ensemble de tes équipes pour nous avoir offert, encore une fois, un formidable moment. Le temps et l'énergie que vous consacrez à organiser, diriger et mettre en place ces événements m'impressionnent toujours, et je peux même dire de plus en plus au fil des années. Le message relayé est vraiment motivant par sa proximité et sa sincérité, sans doute pour ces raisons qu'il est aussi bien perçu par nos propres équipes qui se l'approprient et qui en ont une réelle fierté. Encore merci et à très bientôt. Alors des témoignages comme celui-ci, j'en ai reçu plusieurs, il n'est pas isolé, et on a réellement réussi à créer cette réelle dynamique positive de partenariat sur le long terme. J'ai croisé au moins un des partenaires de ce club qui est dans la salle. J'ai l'assurance qu'il saura confirmer que ce que je dis n'est pas des bêtises. Alors aujourd'hui, on cherche à l'agrandir, ce cercle de confiance, et avec des entreprises qui sont implantées au plus proche de nos opérations
Et vous, membres des fédérations, vos adhérents, eh ben, vous êtes ces entreprises. Alors notre porte, et ma porte, en fait, elle est grande ouverte. Elle est grande ouverte pour celles et ceux d'entre vous et celles de vos adhérents qui oseront la pousser. Et j'irai même plus loin, on sera aussi très contents et ravis de venir chez vous, si vous nous y invitez, ne serait-ce que pour discuter, pour mieux se connaître, et juste dans un premier temps, faire connaissance, comme on l'a fait avec Christophe très récemment. Alors, je serai présente tout à l'heure au cocktail avec Caroline Bernel qui a été présentée. J'ai une bonne nouvelle, c'est que chez Habitat Social, on a du boulot. Et ce boulot, on a envie de le partager avec vous. On sait le partager avec des entreprises et avec vous. Alors oui, on a des contraintes économiques, mais oui, on sait aussi faire des choses dans ces contraintes économiques ensemble. Donc n'hésitez pas, nous serons ravis de partager avec vous tout à l'heure. Merci beaucoup et encore merci Christophe. Super. Et c'est promis, on va faire ça et j'appellerai même mes collègues du 91 et du 95, les présidents, et comme vous construisez également dans tout ça, vous rénovez dans tout ça, je pense que tout le monde sera intéressé par ça. On ne va pas jouer perso le 78, on jouera tous ensemble. Patrick, est-ce que tu veux venir nous dire un petit mot ? T'as bien quelque chose ? Patrick Ramé, donc président de notre région. Je te laisse le micro. Bonsoir. Tu me fais toujours la surprise de prendre le micro, comme ça me permet de préparer, juste pendant 30 secondes avant de prendre le micro. T'es mieux en live. Bien. Juste pour dire aussi qu'il existe une structure des majeurs au niveau de la fédération nationale qui s'appelle EGF et que les majeurs désignent un représentant qui assiste au bureau, qui fait partie du bureau de la nationale. Donc, c'est dans cette enceinte que lorsqu'il y a des problèmes, nous les remontons et on les remonte à Eric qui forcément va voir EGF et puis solutionne quand vous avez des problèmes. Ça existe et nous sommes très heureux que cette structure existe au niveau de notre fédération. Alors, la fédération régionale, vous savez que l'Île-de-France, c'est un peu particulier. Nous avons 3 fédérations régionales. Nous avions Grand Paris, Île-de-France Est, j'allais dire Seine-et-Marne, mais ça reprend la Seine-et-Marne parce que c'est le plus grand département de France, et notre région, 78, je commence toujours par le 78, 91-95, qu'on commence à appeler Île-de-France Ouest, pour que ce soit plus lisible. Et donc, lorsque j'ai été président du Conseil des régions, donc président de l'ensemble des régions de France, je me suis permis d'aller visiter toutes les régions. Et là, je me suis aperçu que le relationnel des présidents de régions avec les présidents administratifs était vraiment très développé. Ils se tutoient, ils ont des numéros personnels, ils sont accessibles. Nous, en Île-de-France, on a beaucoup de mal à voir Valérie Pécresse, du fait peut-être parce que nous sommes 3 régions. Et donc, on a décidé, puisqu'il existe une structure qui s'appelle l'UFB et qui regroupe nos 3 fédérations, nous avons décidé que cette structure allait politiquement essayer d'avoir une relation avec la région et surtout avec la présidente. Parce que bien sûr, chaque région a des relations avec la région administrative et les collaborateurs. Mais il faut toujours aller voir le chef. Et donc, on espère bien que, comme on s'entend très bien au niveau de nos 3 régions, les 3 présidents, qu'on va arriver dans l'année à obtenir un avancement sur ce sujet. Autre sujet peut-être, l'activité, mais je pense que tout le monde en a déjà parlé. Vous savez que donc, la crise du logement, la crise des prix, l'augmentation du coût de l'énergie. Juste 2 chiffres au niveau pour l'Île-de-France. Au niveau de la construction individuelle, sur les 3 derniers mois, moins 43%. Donc forcément, ça va modifier fortement l'activité des entreprises. Le logement neuf, moins 8%. Donc là aussi, on va avoir des entreprises qui vont venir travailler sur la rénovation
et donc il va y avoir moins d'activité sur le logement neuf. Donc, on est optimiste jusqu'à la fin de l'année et un peu pessimiste sur le début de l'année prochaine. Et le CNR qui vient d'avoir lieu au niveau du gouvernement n'a pas eu les attentes que la fédération avait. Nous avions fait 30 propositions, aucune n'ont été retenues. Les seules qui ont été retenues, c'est l'arrêt du PTZ pour les constructions de maisons individuelles, justement, avec le problème des prêts, et puis une restriction pour le PTZ pour les logements. Bon, d'autres choses aussi, mais très peu de grandes nouvelles. Voilà. Mais juste en conclusion, ce n'est pas la première fois que nous avons des problèmes. Je crois quand même, depuis 6 ans que je suis président, tous les ans, on a des problèmes. On est toujours là, on est debout, on résiste, on travaille, et il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas. Merci. Merci à toi. On passe de la région à la nationale, Eric. Je veux bien. Donc Eric Jourde, qui est délégué de notre fédération nationale, qui représente Olivier Saleron. Oui, qui va essayer de le représenter. Donc merci beaucoup je suis pas inquiet. pour votre invitation. Vraiment ravi d'être parmi vous ce soir. Alors, effectivement, 3e étage de la fusée, si je puis dire, de la fédération, l'approche nationale. Donc tout d'abord, je vous prie d'excuser le président Olivier Saleron qui m'a chargé de vous exprimer ses regrets de ne pouvoir être avec vous ce soir. Moi, simplement quelques messages, mais je ne voudrais pas être un obstacle supplémentaire avant l'apéritif. J'ai vu qu'il y avait encore quelques orateurs. Moi, j'ai prévu de vous livrer 2 messages principaux. Le premier, c'est un peu l'actualité, la conjoncture, une note d'ambiance. Et puis le deuxième message, enfin le second, sera sur un peu l'avenir et les travaux de la fédération avec l'appui du territoire, parce qu'on ne le dit jamais assez, mais la force première de la FFB, qui n'est pas une holding avec des filiales, c'est bien la remontée des propositions qui viennent des territoires. J'aurai l'occasion d'y revenir. Une première remarque sur cette note d'ambiance et cette tonalité, c'est tout d'abord, mais ça vient d'être exposé par le président Ramé, c'est ce contexte un peu anxiogène depuis plusieurs années, avec cette crise du Covid, avec cette guerre en Ukraine, cette inflation extraordinaire du prix de l'énergie, du coût des matériaux, avec des enjeux sur le recrutement. On voit qu'aujourd'hui, on a atteint un point haut. Vous avez, grâce à votre activité, embauché près de 120 000 salariés depuis la fin du confinement. C'est quelque chose d'assez remarquable qu'il faut souligner, parce qu'il n'y a pas une autre profession, une autre branche d'activité qui a été en capacité de faire cela. Et ceci nous conduit à amplifier nos actions de communication pour développer l'attractivité de la filière du bâtiment et de l'immobilier. Et puis, il y a plus récemment cette crise du logement neuf qui n'est pas une surprise, puisque la fédération, à maintes reprises, appelé l'attention, alerté le gouvernement sur ce sujet. Et donc, ceci m'amène à ma deuxième remarque, c'est l'absence de réponse appropriée du gouvernement et des pouvoirs publics sur cette situation. On a évoqué les conclusions, les soi-disant conclusions, enfin, c'était marqué conclusion devant devant la Première ministre, devant le pupitre, merci. Et effectivement, en fait, c'était ni plus ni moins que des annonces qu'on pourrait qualifier de régressives. Pardonnez ce terme un peu choc, mais j'ai l'impression qu'on est entre nous. Mais fondamentalement, et ça a été également rappelé, la Première ministre qui se déplace en grande pompe avec un certain nombre de ministres du gouvernement annonce la quasi-fin du prêt à taux zéro sur près de plus de 95% du territoire, le seul souci d'accession à la propriété dans le neuf, et n'annonce strictement rien dans le même temps en termes de renforcement de soutien aux travaux de rénovation énergétique, après que ce gouvernement ait lui-même d'ailleurs annoncé des investissements de l'ordre de 48 milliards pour répondre aux objectifs de décarbonation à l'horizon de 2030. Donc là, sur la forme, on est sur le fond. Sur la forme, on peut aussi constater qu'il y a une absence d'écoute, ça a été rappelé. Il y a eu des propositions qui ont été faites. La fédération joue son rôle de force de proposition, d'être présente, de participer aux réunions, de faire du lobbying, de l'influence même. Et donc, on s'aperçoit qu'en plus, on a aujourd'hui à gérer un certain nombre d'injonctions contradictoires. La mise en place du zéro artificialisation nette avec l'objectif de réindustrialisation du pays, c'est quelque chose qu'il va falloir nous expliquer. Comment construire et implanter des gigafactories si on ne peut pas loger les salariés? Et c'est aussi l'enjeu fondamental du lien emploi-logement, qui est un enjeu structurant pour la cohésion des territoires. Et c'est quelque chose sur lequel le président Olivier Saleron
a eu l'occasion d'exprimer non pas son agacement, mais sa colère, en procédant à la lecture d'un communiqué de presse avec les acteurs de la filière immobilier pour dire que ceci ne pouvait en aucune façon convenir. Ce qui m'amène à ma troisième remarque, qui est un peu plus décalée sur une thématique du moment, qui est celle de la transition écologique. C'est un sujet fondamental, mais on s'aperçoit que pour notre branche d'activité, cette approche se traduit soit sous couvert d'idéologie par une approche essentiellement punitive. Punitive par rapport à des textes qui viennent se stratifier et qui ont tous pour point commun de jeter, si ce n'est l'opprobre, des conséquences assez dramatiques sur les marges opérationnelles des entreprises du secteur. On le voit aujourd'hui avec ces notions qui deviennent monnaie courante dans les discussions et qu'on ne connaissait pas l'existence avant sur le ZAN, par exemple, mais on le voit de plus en plus sur l'émergence de cette question des zones à faible émission. On le voit sur l'émergence de réglementations environnementales. On a tous en mémoire celle de 2020. On le voit sur des enjeux concernant la mise en place de la gestion des déchets. Et la liste serait longue. Mais en fait, ce qui caractérise tout cela, c'est beaucoup plus de règles, de plus en plus changeantes et qui ont tous plus ou moins pour effet direct ou indirect d'impacter la trésorerie ou l'activité des entreprises. Alors qu'il faudrait faire de cette contrainte de la transition écologique une opportunité majeure de développement du marché, du logement, qu'on pourrait peut-être qualifier de vert, comme ce projet de loi sur l'industrie verte qui est actuellement en discussion au Parlement. Ceci, c'est la raison pour laquelle, ce sera ma quatrième remarque, il faut amplifier nos actions avec nos partenaires. Vous avez peut-être pu avoir l'opportunité de prendre des petits flyers qui vous attendaient à l'entrée, qu'on a rendu public à l'occasion du congrès de Nancy, qui se tenait d'ailleurs jour pour jour la semaine dernière dans le Grand Est à Nancy, où nous faisons le point sur qu'est-ce que représente et qu'est-ce que pèse la profession du bâtiment, avec le poids des majors, avec le poids des artisans, 35 000 artisans également, qui sont présents au sein de la fédération, des PME, de très belles ETI. Et donc le bâtiment aujourd'hui, si on compare sur les chiffres 2022, c'est 166 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés sur le territoire national pour 430 000 entreprises et on va dire 1 600 000 emplois directs, on va dire 2 millions si on y ajoute nos partenaires des travaux publics, donc 2 millions d'emplois directs. Si l'on considère que votre activité a pour effet de permettre des emplois indirects, voire induits, on peut facilement doubler. Donc on est à 4 millions de salariés. La filière automobile part d'un salarié dans la construction et a un effet multiplicateur de 7. Donc nous, on n'en a que de 2 et je pense qu'on est un peu faible sur tout cela. Mais ce poids du bâtiment, au final, est de l'ordre de 7 à 8% du PIB du pays. Ce qui veut dire que ceci fait de votre profession une force économique et sociale de premier plan pour l'activité économique du pays et pour contribuer à la vitalité aussi économique du gouvernement, ce qui doit contribuer aussi à l'intérêt général, puisque le bâtiment, derrière votre activité, est aussi un secteur qui apporte des réponses extrêmement positives à tous les enjeux de société. Cette réponse au vieillissement de la population, à la construction de bâtiments, cette faculté de pouvoir loger des gens, de pouvoir héberger les sièges des administrations et au-delà des entreprises. Donc c'est quelque chose qui est important et c'est la raison pour laquelle on souhaite monter en puissance dans cette capacité d'influence collective, aussi avec l'interprofession, qui partage nos préoccupations sur cette crise du logement qui est bien présente. Et puis voilà, ce serait peut-être ma première remarque pour donner le ton, même si l'espoir, l'ambiance, le positif, effectivement, est de rigueur. Et ce n'est pas la première crise que le bâtiment va traverser. Mais la précédente crise du logement, qui remonte aux années 90, a vu la perte de plus de 200 000 salariés. Donc c'est quand même quelque chose qui fait réfléchir quand le président Saleron alerte avec une crise sociale assez forte qui se dessine. Je vous renvoie à la conférence de presse qu'il tiendra la semaine prochaine où nous afficherons des chiffres beaucoup plus précis. Ma deuxième remarque, sans être trop long, c'est pour vous dire effectivement, lever le voile un peu sur nos travaux d'avenir. Vous indiquez qu'à Nancy, le président a souhaité mettre l'accent sur un certain nombre de combats qui ont pu être remportés. Donc vous avez également un autre flyer qui fait l'état, mais cela a été évoqué, je ne vais pas y revenir, voilà, sur des victoires de l'action syndicale. Votre fédération, grâce au soutien de Bernard, de tous les territoires, voilà, est en capacité d'obtenir un certain nombre de choses pour booster l'activité. C'est le cas du maintien de la TVA à taux réduit sur les travaux induits, de la mise en place d'un plan de rénovation énergétique des écoles sur tout le territoire, mais également de la création de cet observatoire du prix des matériaux. 3 annonces qui ont été annoncées à l'occasion des 24 heures du bâtiment, mais c'est aussi les mesures pour essayer de
pérenniser d'une certaine façon, même si c'est de façon transitoire jusqu'en 2030, le maintien de la déduction forfaitaire spécifique. C'est également le fait d'avoir plaidé pour obtenir la fin du droit à l'assurance chômage en cas d'abandon de poste après le refus de 2 CDI. C'est encore le cas dans le cadre de la réforme des retraites, avec ce maintien de la mutualisation du financement des départs anticipés pour cas d'usure professionnelle. Il y aurait beaucoup d'autres choses. Il faut être clair et transparent. Nous n'avons pas gain de cause à chaque fois. On le voit avec la restitution du CNR Logement. Mais ce qui caractérise l'action de la FFB, c'est sa pugnacité à reprendre et à ne pas lâcher les sujets. Raison pour laquelle nous allons poursuivre nos actions pour la limitation de la sous-traitance en cascade, dont on voit aussi les effets, en accord d'ailleurs avec les majors, que ceci peut présenter sur la qualité des ouvrages, et également la recherche d'une indexation des prix dans tous les marchés. Donc vous l'avez compris, les sujets d'actualité sont forts, et c'est bien avec ce congrès que nous avons souhaité lancer une dynamique. Notre président a été réélu et il avait exposé un programme dans le cadre de cette réélection qui reposait sur 4 axes que je me permets de vous résumer très rapidement. Le premier, c'est développer les marchés du neuf et de la rénovation en accompagnant les transformations issues du numérique et de la transition écologique. Sans marché, pas d'activité et pas de profession du bâtiment qui est au niveau où elle peut l'être aujourd'hui. Deuxièmement, améliorer la performance et la compétitivité des entreprises. Nous le savons, la faiblesse structurelle des marges est un vrai sujet sur lequel nous devons œuvrer. Troisième axe d'action, le fait de renforcer le réseau. Donc là, on parle de l'appareil syndical, même si la FFB est plutôt une fédération tournée vers l'action et pas sur un syndicalisme d'appareil, contrairement à certains de nos collègues, mais je ne m'étendrai pas là-dessus, pour renforcer le service aux adhérents directement en s'appuyant sur ces valeurs qui ont été évoquées de solidarité, de collectif et d'efficacité. Et puis le quatrième axe, c'était consolider et élargir cette influence de la fédération avec nos partenaires, a fortiori à la lumière de la crise qui se dessine et qui pourrait s'amplifier. Raison pour laquelle nous avons lancé une consultation auprès du réseau. Plus de 50 fédérations unions de métiers ont répondu, dont bien évidemment la Fédération des Yvelines. Et quand on a opéré une forme de synthèse par la bouche de notre président la semaine dernière, 6 grandes lignes directrices ont émergé. Ce sera un peu ma dernière remarque. La première, ce qui ressort de vos préoccupations, c'est qu'il faut libérer l'entreprise. Alors, ce n'est pas nouveau, c'est un vieux discours patronal, mais c'est un discours important et essentiel. La libérer, c'est-à-dire la défaire de ces chaînes procédurales et réglementaires, c'est diminuer les charges, mais plus généralement, simplifier en réduisant les normes qui pèsent de plus en plus sur l'activité. Savez-vous que depuis 2017, je crois que c'est le MEDEF qui a lancé cette étude, ce sont plus de 850 nouvelles obligations légales qui ont vu le jour, soit 12 par mois en moyenne, ce qui correspond à l'équivalent de 5442 pages nouvelles de réglementation. Et on sait qu'on écrit petit dans les codes, donc voilà, ça vous donne une idée de ce qui nous attend. Deuxième grande ligne directrice, c'est dynamiser l'activité et les marchés. A fortiori, quand on voit cette crise se dessiner, c'est-à-dire permettre aux clients, aux particuliers, d'engager des travaux de construction et de rénovation. Mettre en place des dispositifs de soutien, des aides à la rénovation énergétique. Regarder également la question de la disponibilité du foncier et surtout aujourd'hui, faciliter l'accès du crédit aux ménages puisqu'on sait que les primo-accédants ont une réelle difficulté aujourd'hui pour se loger. Troisième sujet, ce n'est pas une surprise, c'est celui de la compétence des salariés, qui est un sujet important, au même titre que nous allons devoir réfléchir à la question de la reconversion professionnelle, à la fois dans les entreprises, pour des logiques d'adaptation, mais également à l'extérieur pour aller chercher des nouveaux profils dans d'autres secteurs économiques. Et puis, bien évidemment, ce qui ressort, ce qui est un axe majeur d'activité de votre fédération, c'est la relance du dialogue social pour avoir une convention collective qui soit compétitive, qui soit de qualité et poursuivre nos travaux sur l'attractivité de la filière. Un quatrième axe consistant à repenser l'entreprise de bâtiment. Beaucoup des propositions qui nous remontent des territoires tournent autour de la nécessité d'optimiser les process, de développer l'innovation et la qualité d'accéder à de nouveaux marchés, mais également toutes ces nouvelles pratiques à mettre en œuvre pour engager et accélérer la transition écologique. D'où une volonté de réfléchir de manière approfondie aux questions de compétitivité, aux questions d'innovation et aux partenariats à nouer en matière de recherche. Et il y a beaucoup de choses qui ont déjà été faites, notamment des réflexions sur l'intelligence artificielle. On parle beaucoup de chat GPT. Je pense que demain, il serait bien de parler de chat BTP, mais ça, on aura l'occasion d'y revenir.
Et puis évidemment, cela va nécessiter, c'est mon 5e point, d'optimiser et d'adapter l'offre FFB, un des piliers du programme du président, pour travailler à la rendre à la fois plus lisible pour les adhérents, mais également plus collaborative, plus large, et avoir une vraie logique d'accompagnement des élus, de proximité, peut-être ne pas attendre qu'il y ait une difficulté pour que la Fédération des Yvelines soit appelée, mais peut-être aller anticiper au devant des préoccupations des entreprises pour désamorcer des questions et apporter ce service de proximité. Et puis enfin, plus que jamais, cette question de la filière pour faire finalement de cette filière de la construction et de l'immobilier un vecteur de développement du secteur et de votre entreprise. Ce qui peut se traduire par 2 manières. La première, c'est l'influence pour relancer les marchés, nous y travaillons. Et la seconde, c'est la coopération pour travailler mieux, un peu votre propos, madame, ensemble et réfléchir également à cette question de la répartition de la valeur. Nous devrons associer ainsi tous les acteurs, industriels, fournisseurs, architectes, maîtres d'œuvre, promoteurs et constructeurs de maisons individuelles, acteurs de l'immobilier, sans oublier les maîtres d'ouvrage. Voilà en quelques mots, sans être trop long, j'ai l'impression que je l'ai déjà été un petit peu, les quelques grandes lignes directrices qui pourraient ressortir de cette contribution reçue des adhérents et qui vont alimenter les commissions, les feuilles de route qui vont se mettre en œuvre et qui vont venir répondre d'une certaine manière à une FFB que l'on souhaite de combat, une FFB que l'on souhaite ambitieuse, mais également une FFB que l'on souhaite de proximité vis-à-vis de nos adhérents. Et c'est bien ce triptyque gagnant que nous allons mettre en place. Merci beaucoup pour votre attention. Bah, j'étais pas inquiet, moi. Olivier, il peut être en week-end s'il a besoin. Tu es formidable. Merci beaucoup de ton intervention, en tout cas, qui est claire et précise. À tout à l'heure. Un petit peu, tu restes un peu. Que l'apéro? Non. Même pas? T'es excusé. Déjà, merci beaucoup. Guillaume, je t'explique les règles du jeu. On avait tous 5 minutes, on a tous débordé. Donc il te reste... Merci de venir quand même nous dire un petit mot. Là, c'est toi qui joues les cacahuètes. Soit on n'en mange pas du tout. Ah, on va le régler ça, je crois. Allô? C'est bon. Allez. Donc, je vais être très court puisque je n'avais pas préparé de discours, mais c'est toujours en tout cas un plaisir d'intervenir auprès de la FFB yvelinoise qui compte parmi les premières fédérations, premier secteur d'activité du département. Et j'aime bien le rappeler, 2e département économique de notre pays, fort de ces 143 000 entreprises qui emploient dans notre territoire près de 700 000 personnes. Et je suis aussi très heureux d'être dans un lieu de bâtisseurs, dans une assemblée de bâtisseurs. Moi-même, je suis un bâtisseur, élu il y a 1 an et demi à la Chambre de commerce. Rappeler que nous sommes une terre de pionniers avec l'inventeur de l'aviation, Blériot Aviation, qui aura donné Airbus. Nous avons aussi été des constructeurs, je ne vais pas rappeler le château de Versailles, et tout ce que ça représente derrière en termes d'innovation pour l'époque, d'innovation industrielle à l'époque, notamment avec la création de la première entreprise et la plus ancienne qui était Saint-Gobain. Dire que c'est également, on le sait peut-être moins, mais aussi l'un des premiers sites touristiques. On est quasiment à égalité avec le Louvre de France, avec près de 10 millions de visiteurs. Donc notre territoire est un territoire réellement avec un fort potentiel de développement, un territoire fort de ces entreprises, majoritairement des TPME, des entreprises de taille petite et moyenne. Et les entreprises ici présentes n'y dérogent pas. Et c'est là où, effectivement, la Chambre de commerce et d'industrie, aux côtés de nos amis de la Chambre des métiers et de l'artisanat, sont à vos côtés pour vous accompagner au quotidien dans ces nombreuses transitions que nous affrontons avec difficulté aujourd'hui. Rappeler que nous avons aussi créé dans ce département 15 écoles, dont une école dédiée au métier du bâtiment, les ACFI que certains connaissent, qui a changé plusieurs fois de nom au passage. Et puis dire que en tous les cas, on sera en tous les cas toujours à tes côtés. C'est la deuxième année que je participe à cette assemblée, c'est toujours un plaisir. Et la Chambre de commerce est également, dans laquelle est également représentés des entrepreneurs de la FFB. Exactement. Donc en tout cas, à votre service pour en tout cas affronter ces différentes transitions
avec plaisir et allant. Merci à tous. Merci à toi, Guillaume. Merci beaucoup. Merci. On va terminer. Je vais demander à Christian de venir nous rejoindre. On va quand même te rendre un bel hommage parce que j'aimerais juste que tu nous dises tout ce que tu nous as fait, mais vite fait. Vite fait. Et après, mon bureau, ils se préparent. Ils vont venir pour vous dire bon appétit. Ils vont venir avec moi. Christian, on te doit beaucoup. Et dis-nous les différentes tâches que tu as réalisées dans notre fédération, à part celle de trésorier. Oui. D'abord, vous ne me devez rien. Tout ce que je l'ai fait par plaisir. Je l'ai fait pour l'intérêt de la profession. Je l'ai fait par passion aussi de notre métier. Et puis, j'ai été sollicité de droite et de gauche. Je n'ai jamais demandé quoi que ce soit. Mais j'ai été président des Peintres, j'ai été des Yvelines. J'ai été aussi appelé à la région par notre président de l'époque, Jacques Le Thor, pour prendre en charge la commission sociale que j'ai dirigée, ça fait 10 ans maintenant. Et c'est un sujet assez lourd et délicat, mais ça m'a en tout cas permis de me rapprocher de mes homologues des 2 autres départements et de connaître les présidents successifs et autres. C'était un bon moment. Au niveau des Yvelines, eh bien, ça reste un très beau souvenir. J'ai géré la trésorerie de notre association pendant 11 ans. Je ne sais plus qui m'avait mis le pied à l'étrier. Je crois que c'est Daniel. J'ai poursuivi avec Pierre. J'ai poursuivi avec toi. Avec moi, et je finis avec toi. Voilà, ce sont des mandats de 3 ans, reconductibles un certain nombre de fois. C'est une page qui se tourne pour moi, mais c'est aussi la nécessité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de transmettre. On n'est pas là pour se gargariser, se glorifier et rester éternellement à une fonction. Il faut que ça change. C'est l'avenir. L'avenir, c'est vous, c'est les entrepreneurs d'aujourd'hui. Et c'est ça qui compte. Et vive le bâtiment. Merci. Merci. Le bureau, vous reconnaissez qui c'est dans le bureau? Vous venez? Laurence? Renan, les 2 vice-présidents, Laurence et Renan. Pour la photo? Oui, et puis pour dire au revoir et bon appétit, Laurence et Renan. Ensuite, on a, je ne me rappelle plus de mon bureau, on a notre super vice-trésorier. Oh, il ne sait même plus ce qu'il fait, lui. Voilà. Oui, je l'ai fait dans l'ordre chronologique, monsieur Pierrick Malaise. On a ensuite Nicolas Jolivel. Nico, voilà. Alors là, mon expert dans tous les dossiers politiques, Marc, qui m'aide. Quand je vous dis qu'il m'aide, c'est vrai, je ne suis pas. C'est vraiment la personne avec qui je peux traverser les Yvelines sans souci. Et puis aussi, c'est vrai. Et on va accueillir aussi notre futur trésorier qui est aujourd'hui déjà au bureau avec nous, Stéphane Suarez. Voilà, on vous souhaite un très bon appétit. On va les applaudir tous parce qu'ils font un travail incroyable. Bon appétit à tous et à tout de suite. Il reste des cacahuètes à première vue.